Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores avec Mathieu Bérec-Prévost et mon co-animateur Max. Comment ça va, Max, cette semaine? Ça va super bien. Et toi, mon chum Mathieu? Super bien. Écoute, je viens de faire mes 3 premières journées en tant qu'animateur et technicien à une station de radio au 101.9, excuse-moi, j'ai bugué, Châteauguay. C'est juste ton travail. Ouais, c'est ça. Mais félicitations, Merci, félicitations, merci. félicitations. C'est modeste, c'est une radio communautaire, mais c'est un début. C'est un début. C'est pas modeste. C'est le départ d'une avenir prometteuse. Je vais être bientôt le nouveau Eric Salvaille. On va être riche grâce à toi. Ouais, c'est ça. Yes! On va se rendre à 140 likes. Ah, ça va être malade. Ça, écoute, on en rêve déjà, là. Ah ouais. Écoute, il faudrait qu'Hugo like notre page, ça aiderait. Ça aiderait, hein? Même ma mère serait le fun qu'elle Ouais, like. ce serait cool. Ta mère, as-tu liké, toi, pour le fun? Ah, pas de Facebook, ouais. Mais mon père a un Facebook depuis peu et il l'a pas encore liké, ça peut être pas pire. Tu pourrais y mettre la pression, genre. Ils vont comprendre que t'as une vie. Mais je vais aller sur l'ancien quand j'allais chez eux puis je vais liker à sa place. C'est bon, tu demanderas ça à ton frère aussi. Non, Non? non. Non. On est plus amis, mon frère puis moi. Oh, je suis désolé, je savais pas. Ok, Non, c'est bon, pas ben, grave. on va passer C'est pas grave. au next. Cette semaine, on va parler d'un film de Noël, un film de Noël typique, un film qui apporte de la joie pendant le temps des fêtes. C'est le temps, Un là. classique, Krampus, un film, je dirais, très original que j'ai hâte de critiquer. On va parler entre autres de Pikachu, on va parler de robots et de méga gros dinos. Alors sans plus... Ah, puis avant d'oublier, on a un Patreon cette semaine. Yes, sir! On l'applaudit, c'est qui, Max? C'est monsieur. Là, je m'excuse si je déforme ton nom, mon chum. C'est Jesse Anctil qui nous a. Qui est notre nouveau patron. Yeah! Et en plus, vu le montant qu'il donne, maintenant, il va même pouvoir choisir une des chroniques de films le mois prochain, en fait. Ouais. Puis parlant de ça, on peut parler aussi un peu du plan de match qu'on va avoir parce que là, c'est les vacances de Noël qui s'en viennent. Effectivement. J'en profite, je te lance la. Je sais que tu n'y attendais pas, mais. Ouais. L'impro, hein? C'est Ouais. la force. Non. Yeah. Fait que la semaine prochaine, on va parler. De Star Wars? Star Wars, ouais, c'est ça, Star Wars. Hey, Je hey, suis un peu fourré parce qu'on est comme. On peut- enregistre on un peut- samedi, là, on est Ben pas oui. habitué. Puis il faut Star Wars, on peut pas passer à côté de ça, c'est Non, l'événement de l'année. Je l'attends avec une impatience de fou. Et c'est ça, puis après ça, on tombe en vacances pendant 3 semaines environ. 2-3 semaines, on n'est pas encore certain. Ouais, et après ça, on revient en janvier avec le top 10 de 2017. Et voilà. Et c'est moi l'animation. Oui, de retour, Max, depuis un certain temps que tu n'avais pas animé. Et donc, c'est ça. Alors, Jess Sanctil, si tu nous écoutes, tu vas avoir droit à ta chronique. Sinon, on va t'avertir d'ici peu, dès qu'on finit l'émission. Et le show est dédié à toi aujourd'hui. Oui, effectivement, on te dédie ce show. Alors, sans plus attendre, on va aller du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques et on commence avec ce qu'on a vu et écouté. Alors, Max, qu'est-ce que tu as vu? Absolument rien. Voyons, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, j'ai pas eu le temps. On est en fait session à l'école en ce moment. Là. On achève le team. Il me reste comme 2 semaines, là, un gros blitz à faire. Ouais. Puis je vais t'avouer, j'ai travaillé, puis j'étais à l'école, fait que j'ai comme vraiment pas eu le temps cette semaine. Là. Entre ça, puis gamer à Rainbow Six Vegas, pas Vegas. Tu vois, en Siege. plus t'es en retard. Ouais. Ben, j'avoue que j'ai consacré comme une soirée sur un jeu vidéo, mais tu sais, c'est. J'ai acheté PUBG. PUBG. Ouais, tu sais, PlayerUnknown, Ah. Battleground. Ouais. Mais non, j'ai rien vu malheureusement cette semaine. Mais à part Krampus, là, que j'ai écouté le matin. C'est correct, il n'y a pas de mal, ça peut arriver. Tu vas te rattraper la semaine prochaine, j'espère. Oh oui, mais surtout pendant le temps des fêtes, là. Ah, tu vas te faire une banque de. Mais je me clenche de Punisher. Ah, ça, j'espère bien, C'est là. sûr. Alors, de mon côté, j'ai vu 2 films. Mais tout d'abord, il y a 2 séries qui ont sorti, que j'ai pas eu le temps d'écouter, mais que je vais parler la semaine prochaine. C'est une nouvelle série d'History Channel qui est Kingfall, que j'avais déjà parlé. Elle vient de sortir, j'ai très hâte de l'écouter. Et aussi, la saison 2 de Crown est sortie. Aussi, je pense que c'est avant-hier ou hier. L'affaire sur la reine, là. C'est la Reine Elisabeth II. La première saison était écœurante et j'ai hâte d'écouter la deuxième. Donc, c'est sûr que la semaine prochaine, je vous parle de ces 2 séries-là. Je vous invite à les voir. C'est des séries à écouter du moment. Donc, sans plus attendre, je vous parle des films que j'ai vus. Mais là, faut que tu fasses une affaire. Pendant le temps des fêtes, faut que tu tapes Stranger Things. Ok. Parce qu'en plus, la nouvelle saison en sort seulement en 2019. Oh, quand même. Fait que t'as le temps. Non, j'ai le temps. Fait que, hein? Fait que, Toi, tu tapes la saison complète de Flash, hein? il y a combien de saisons pour le fun? J'ai dit une pour commencer. Et ouais. Il y a 4 saisons là, pour l'instant, là, mais une saison à la fois. On verra. On verra. Fait que Mathieu, je te laisse y aller. Oui, donc j'ai vu 2 films. Un qui est quand même relativement vieux. Il est sorti en 87, je m'appelle bien. Ah, je t'ai même pas pensé.
T'étais même pas passé, voilà. Même chose pour moi. Ma mère, elle jouait encore avec des poupées, j'imagine, à cet âge-là. Je sais pas qu'elle était aussi jeune, ta mère, mais bref. Ouais, quand même. Ok, c'est good. C'est le film L'arme fatale ou Lethal Weapon en anglais. Film que j'en ai déjà vu, mais je pense que j'avais jamais vu le premier. En tout cas, je m'en rappelais pas. Il y a eu 4 films depuis. Et dans le fond, c'est une comédie-action qui mettait en vedette Mel Gibson et Donnie Glover, Ouais. qui faisait un duo assez unique en sa façon de policier. Et dans le fond, ils ont sorti une série l'année passée. C'est comme ça que j'ai découvert l'univers de L'arme fatale. J'ai adoré la série. Donc, c'est un moment où je le voyais film. Donc, j'ai écouté le premier film avec ma coloc. Et j'ai beaucoup aimé. C'est sûr que le film il a beaucoup vieilli. On se cachera pas. Mais il reste que c'est un bon film de comédie, d'action. J'aime beaucoup la chimie entre les deux personnages. J'aime vraiment leurs deux personnalités distinctes. Je trouve que là-dedans, Mel Gibson, il offre une très bonne performance. Parce que son personnage, il a vécu un très gros traumatisme. Pour mettre en contexte, dans le fond, l'histoire commence qu'on suit 2 policiers. Un qui est proche de sa retraite, il est à, je pense, c'est 2 semaines de sa retraite, qui est joué par Donnie Glover. Qui a hâte de pouvoir prendre sa retraite et de relaxer parce qu'il est tanné de vivre l'action et tout ça. Et en parallèle, on suit le personnage joué par Mel Gibson, que lui, il a changé de ville, il est venu à LA pour oublier son passé parce que sa femme a été assassinée. Donc il est en pleine dépression, mais il est un très bon policier, fait qu'ils veulent le revoir, fait qu'il revient dans le service. Et les deux sont réunis ensemble contre leur gré. Ils doivent travailler ensemble pour résoudre une enquête qui est très louche et qui vraiment va avoir beaucoup de péripéties. Et c'est vraiment très bon, là. Autant côté humour qu'action. Comme je dis, ça a vieilli, mais reste que j'ai adoré tout le long. Puis je l'ai écouté en version originale, parce que ma collègue aime ça écouter ça en anglais. Je l'ai écouté avec elle. Et c'est là qu'on peut voir beaucoup plus les émotions des personnages. Ben ouais. Et c'est vraiment frappant. Il y a des belles scènes, une scène classique pour ceux qui l'ont déjà vu. Ça, c'est pas vraiment un spoil, mais c'est juste qu'à un moment donné, le personnage joué par Mel Gibson, il se pointe une arme sur lui-même. Oui, parce qu'il est prêt à se suicider, parce que tu sais, il est en dépression, puis il veut voir sa femme. Et tu vois, tu vois dans son regard, puis avec le regard de Nick Glover, tu vois tellement que c'est profond. Tu te sens mal pour lui. Tu t'es comme, pourquoi il souffre? Donc, j'ai vraiment apprécié sa performance. Puis c'est drôle, parce qu'en le voyant, puis vu que c'est le temps des fêtes, j'ai pensé à un autre film de lui. C'est ce que femme veut. Ouais, c'est bon, ça. C'est une comédie où il était dedans et qu'il arrive un accident et qu'il peut lire dans les pensées des femmes. Je l'ai réécouté l'an passé. Ah, c'est encore bon. Moi, ça fait une couple d'années que je l'ai pas vu, mais je me rappelle, ça m'avait surpris de le voir dans ce genre de film-là, parce qu'à la base, c'est un acteur badass de film d'action. Et là, il faisait une comédie romantique, tout ça. Et je sais pas pourquoi je fait le lien de même, j'ai vu des images passer sur Facebook, puis j'étais comme, cet acteur-là, il a vraiment un gros potentiel. C'est plate qu'il ait disparu pendant aussi longtemps. Ben, il y avait des bonnes raisons. Ouais, il y a des bonnes raisons, mais il reste que. Des calls antisémites. Je sais bien, mais je veux dire, ça reste que c'est un très bon acteur, puis je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pu. Tu sais, parce qu'à un moment donné, l'acteur sera plus là. Fait que, tu sais, de pouvoir profiter de son talent pendant qu'il est là. Ben, il revient tranquillement. Là. Ouais, Il c'est joue dans fait. Daddy Holmes 2. Là. Ouais, puis avant ça, il a fait un film qui courait après des motards qui ont volé sa fille, je pense. Ouais, puis c'est vrai que c'était bon. Ouais, c'est vrai que c'était bon, puis tout. Puis il a joué aussi dans Les Sacrifiés 3. Ah oui, c'est c'est son vrai. retour en action, pour dire. Même si c'était un peu mitigé, mais reste que il est toujours aussi balèze comme acteur, j'aime beaucoup le voir. Donc, très bon film. Deuxième film, c'est un film d'animation que je n'avais pas encore vu. C'est un classique, je connaissais le conte, tout ça. Je l'avais déjà lu et tout. Et j'ai vu le film, c'est Réponse. Je m'en ai dit le nom en anglais, mais j'ai oublié c'est quoi le nom en anglais, mais c'est pas grave. C'est Tango. Tangled, c'est ça. Donc, très bon film d'animation. Ce qui est intéressant à savoir, c'est un des plus coûteux de l'histoire des films d'animation. À 260 millions, on en a déjà Ah parlé. ouais, c'est énorme. Là. C'est énorme, j'essaie de comprendre pourquoi. Le film est super beau, ça, j'y enlève rien, il est écœurant comme film. Mais je vois pas pourquoi ce film-là coûte plus cher qu'un Pixar, genre. Ah, c'est ça. Et je sais qu'il est très beau. J'ai lu que les dessins étaient faits par un artiste, je pense, français, un truc du genre. Ça se peut que ça ait coûté un peu plus cher que ça, mais à ce prix-là, je pense que ça mérite une Ah, enquête. c'est pas qu'il a coûté 100 millions, là. C'est ça, là. En tout cas, reste que le film est très bon, l'histoire est originale. Ben, pas original, en fait, c'est Ben, je veux dire, original dans le sens que, tu sais, tous les films de princesse qu'on voit sont très similaires. Dans le cas ici présent de Réponse, c'est une femme qui a un désir de liberté, de découvrir, puis, tu sais, elle est très naïve. Puis, Ben, c'est parce qu'elle connaît pas l'extérieur. ouais, qu'elle est pas extérieure, puis elle a un pouvoir, tu sais, ce qui n'est pas le cas des princesses habituelles, elle a un pouvoir en elle, ses cheveux, ils ont une particularité. Peut-être Et- juste de résumer c'est quoi le film pour. Ben, en fait, dans le fond, c'est que c'est une princesse qui a été sauvée par une plante qui permet de régénérer la vie et ça va être imprimé ça va être transféré dans ses cheveux. Donc ses cheveux vont devenir comme dorés et elle va être volée par une vieille sorcière que elle, son but c'est rester jeune à l'éternité. Fait qu'elle elle la kidnappe, elle fait croire que c'est sa mère. Fait qu'elle est prise à vivre dans une tour, puis elle dit qu'elle peut pas quitter la tour
parce que ça la mettrait en danger, donc elle la croit qu'elle reste dans la tour. Mais il arrive un moment au début de l'histoire où qu'elle commence à être tannée, puis elle veut explorer le monde, et elle croise un personnage qui va l'aider dans ses péripéties, qui d'ailleurs, sa voix dans le film est jouée par l'acteur qui fait Chuck, Zachary. Est-ce que c'est lui qui fait l'acteur? Quinty, Hein? Zachary Quinty. Quinty, un truc comme ça. C'est l'acteur principal de Chuck. C'est qui fait Réponse? Je m'en rappelle plus. Elle est moins connue, et j'avais regardé vite fait, mais c'est une actrice que je connaissais pas de nom. Ok. Mais moins connue, mais elle chante super bien, on s'entend, parce qu'il y a beaucoup de chansons dans ce film-là, c'est typique Ouais, mais c'est pas agaçant. Non, c'est pas agaçant. Moi, j'avais apprécié le film. Puis c'est aussi un concept aussi, souvent dans les films Disney, la musique est comme à part, dans le sens qu'ils chantent comme ça random dans une scène, que dans Réponse, mais ça a un rapport à ses pouvoirs. Quand elle chante, ça active ses pouvoirs, donc j'aimais le concept. Reste que j'ai beaucoup apprécié le film. Encore une fois, j'ai écouté en version originale, puis j'ai pas détesté. C'est facile à écouter, puis ça m'a rappelé que, en fait, ma coloc m'a fait un lien intéressant, elle m'a dit ça va t'aider à mieux comprendre l'anglais. C'est comme quand t'étais jeune, t'écoutais ces films-là pour apprendre le français. C'est la même chose, mais là pour l'anglais. Ouais. Puis j'ai fait, c'est pas bête, parce que c'est vraiment, ces films-là sont faits simples. C'est pas compliqué les phrases. Là. Fait que moi je les écoutais, puis je comprenais parfaitement. Là, Ouais, moi aussi je fais ça. Mais souvent, ce que je fais aussi, c'est que je mets les sous-titres en anglais. Et comme ça, moi je peux lire les mots puis associer avec l'image. C'est pas bête, ce serait pas bête à tester qu'un autre film d'animation. Tu mets pas les sous-titres en français, tu mets les sous-titres en anglais. Là. Pour un film d'animation, je ferais ça, je pense, la prochaine fois, tester. Reste, c'est les deux films que j'ai vus, donc deux bons films cette semaine. Alors, ça me donne, on va être du côté des nouvelles. Alors, Max, quelles sont tes nouvelles? J'ai du lourd, du très très lourd. Comme chaque semaine. Je vais parler d'une nouvelle vraiment et de 3 bandes annonces. That's it, that's all. Je vais y aller avec une des nouvelles les plus, que je te dirais, insolites. Insolite. Parce que oui, monsieur Bellec, il y a un nouveau Star Trek qui s'en vient. Oui, réalisé par J.J. Abrams. Ah, sans surprise. Qui a réalisé les 2 premiers, pas le 3e, puis qui a réalisé Star Wars, puis qui va réaliser Star Wars 9. Fait que lui, il reste dans l'espace. C'est lui, là, il est parti, lui. Oh, ouais, il reste là-dedans. Il va réaliser un nouveau Star Trek qui va être rated R, qui veut dire qu'il va être 16 ans. Fait que ça va être un Star Trek violent. Mais c'est pas juste ça, la nouvelle. Monsieur Quentin Tarantino se joint au projet. Monsieur... Le Tarantino? Ouais, écoute, c'est vraiment un des projets les plus comme... What the Hein? Fait que je sais pas si... Je pense que ça aura aucun lien avec les 3 derniers films qu'on a eus. C'est peut-être à une autre direction. C'est ça, plus sombre. Parce que là, ce qui arrive, je pense qu'on sont pas capables de... Tu sais, ils peuvent pas accoter Star Wars. Fait que, tu sais, amène l'univers ailleurs, puis on verra bien. Mais c'est quand même assez inusité comme nouvelle, parce que on n'est pas habitué que Quentin Tarantino touche à des projets comme plus mainstream comme ça. Parce que lui, il fait beaucoup de cinéma d'auteur. Fait que de le voir faire ça, c'est comme... Ah, comme j'avais dit en joke, check ça, on va voir Leonardo DiCaprio en Captain Kirk puis Samuel Jackson en Spock. Là. Ah, non, ça serait malade. Motherfucker Captain. Spock! Ça peut être intéressant. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est rare que Tarantino s'attaque à des aussi gros franchises que ça. Ah, il fait jamais ça. Non, il fait jamais ça. Ben, il a déjà fait quelques films, mais c'était pas des gros films. Là. Mais c'est pas lui qui réalisait. Non, c'est ça. Que là, il embarque dans quelque chose de gros. Puis surtout qu'il veut pas faire beaucoup de films pour pas détruire sa réputation. Ouais, c'est ça. Lui, il s'est dit dans sa carrière qu'il allait avoir un nombre de films précis. Ouais. Et il arrête à ce moment-là. Puis il est quasiment rendu à sa fin d'ailleurs. Ouais, je pense que c'était quoi? C'était 13 films ou 9 films? Il me semble qu'il y avait dit 10 de mémoire. C'est ça se peut. C'est pas beaucoup, là. C'est très court. Oh, ouais, mais il y a pas beaucoup d'échecs là-dedans. Là. Non, ouais. Je pense que le plus gros échec critique qui est box-office, je pense que c'est Hateful Eight. C'est un de ses premiers, ça. Hein? Non, c'est le dernier qui est sorti, là. Avec les cowboys, avec John. Ah oui? C'était un... Pas Django, là. Non, l'autre avec les 8... Dans la neige, là. Les 8... Ouais, ça a pas été son plus grand succès. Là. Ah, je l'avais trouvé bon, moi. Ah ouais, non, mais il y a eu des bonnes critiques, là. C'est pas ça, mais ça a pas été le plus fou. Sinon, j'ai une bande-annonce qui est sortie vraiment de nulle part hier. C'est le film Attila Battle Angel. What is that? Qui dans le fond, qui vient d'un animé ou d'un anime ou d'un manga, si tu préfères. Et dans le fond, c'est l'histoire d'une femme avec des grands yeux, comme de fait, et qui est comme un robot. Un robot. Ok, ouais. Puis ce robot-là, dans le fond, va s'intégrer dans l'univers. T'as Christopher Waltz qui va l'avoir trouvé comme dans une décharge, puis qui va la reconstruire. Et celui qui fait Francis dans Deadpool joue le méchant dans celui-là. C'est comme un robot avec sa face collée. C'est bizarre, là. Okay. Et c'est Michel Rodriguez qui réalise ce film-là. C'est quand même lui qui a fait, par exemple, les Spy Kids.
Mais il a fait Machete. Spy Kid. Oui, mais faites Machete. Il a fait les deux Machete. J'ai aimé ton changement de ton. Ouais, je me l'ai dit, Machete, j'ai fait, ah oui, il a fait Spy Kid aussi. En tout cas. J'avais bien mes deux premiers Spy Kid, là. Le troisième, il. Ah, le 2, là, je l'ai réécouté cet été. Ok. Ça a tellement mal vieilli. Ah, je sais Ah, bien. c'est épouvantable. Pour vrai, c'est même pas écoutable. Pas écoutable. C'est pas écoutable. Moi, je m'étonne pas de l'écouter, surtout dans le 2, parce qu'il y a un de mes acteurs préférés qu'on va juste dans le second rôle. Steve Bellucci, Ouais. Ah, il est vraiment bon là-dedans. Ah, il est bon. Il est pas là-dedans, mais il est bon. Là. Ouais, il est bon, puis il fait tant des rôles secondaires, mais c'est tant des rôles farfelus. Ah, Là. j'ai jamais écouté cette série Buckle Empire. Ouais, c'est vrai que c'est malade mental. en Écoute, plus. c'est la seule fois qu'il a accepté d'être le rôle principal, là, puis c'est avec raison, la série est super bonne. Ouais, j'ai entendu rien que du bon. C'est fini cette série-là? Oui, je pense qu'il y avait comme 5 saisons. Ouais, Je c'est sais que la 5 est beaucoup moins bonne parce que c'est comme pour finir l'histoire. Mais c'est très bon. Puis c'est aussi, il y a beaucoup de parts historiques là-dedans. Ça, il dévie un peu sur certains aspects. Mais c'est vraiment intéressant de voir l'époque de la prohibition. Là. Ok. Alors, je serais curieux. Faut vraiment. Ça fait longtemps qu'il me gosse. Puis sinon, c'est ça, c'est James Cameron qui produit le film en plus. Ah! Fait que. On verra bien. Ben oui, on verra bien. Mais je vous laisse aller voir la bande-annonce. Deuxième bande-annonce, écoute, c'est probablement la plus grosse bande-annonce de cette semaine. Là. Ah, écoute, ouais. C'est comme Avenger il y a 2 semaines. Là. Même pas, ça se passée, Avenger, je pense. À peu près, ouais. Puis, c'est Jurassic World. La bande-annonce est sortie jeudi soir, quand même tard, je pense, à 10h. Là. Et on voit enfin la suite. Et ce qui est intéressant, mais moi, pour vrai, j'étais mitigé de la bande-annonce. Je me rappelle la première bande-annonce de Jurassic World, pas de Kingdom Fallen. Tu sais, t'avais l'intrigue, tu voyais le parc, t'étais comme ailleurs, le parc, ça a l'air malade. La bande-annonce était complètement folle. Puis je trouve dans celle-là, ça me vendait pas très bien le film, genre, parce que oui, on voit qu'ils vont retourner sur l'île, on ne sait pas pourquoi encore. Mais ils retournent sur l'île, puis ils vont réaffronter les dinosaures, ils vont réutiliser les restants du parc. Mais je pourrais. J'ai pas été full bien convaincu, mais je me disais. Écoute, moi aussi, je suis sceptique comme toi. J'ai vu la bande-annonce, il y a plusieurs choses. Ben, elle m'a pas totalement convaincu, mais quelques éléments que j'ai aimé. Le retour du personnage joué par Jeff Bloom. Ouais, Jeff Goldblum, ben, c'est sûr que. Puis il est comme au tribunal, puis il doit défendre, je pense, les droits des dinosaures. Puis il dit tout le monde a le droit, tout le monde a le droit de vivre. J'ai bien aimé ça parce que ça tourne autour du concept que les dinosaures, c'est comme des animaux, ils ont le droit de vivre, fait qu'il faut les protéger pour pas qu'ils meurent. Ben, c'est ça, il y a une éthique. Là, ouais, c'est le film, je pense qu'ils partent dans une direction éthique, là, dans le sens que est-ce que c'est bien ou mal de laisser vivre les dinosaures, tu sais? Puis il n'y a pas juste ça. Une affaire que j'ai aimé, ils ont montré avant la sortie de la bande-annonce un mini making-of du film. Et ils ont rajouté des animatroniques là-dedans. Fait que c'est pas uniquement du CGI, il va y avoir des séquences d'animatroniques. C'est sûr qu'ils vont en avoir du CGI, c'est inévitable, on s'en sort plus. Oui. Mais il y a au moins un effort qui était fait là-dessus, parce que c'était une des grosses critiques que Jurassic World avait reçues. Oui. Il y en avait juste pas, tu sais. Puis regarde le premier film, Jurassic Park, oui, il a peut-être un peu vieilli, mais les dinosaures ils ont à peine pris une ride. Alors, sont vraiment nice. Je pourrais dire un autre point, ça a été débat sur Facebook depuis que la bande-annonce est sortie. C'est le dinosaure qu'on voit à la fin de la bande-annonce qui se fait tuer dans le fond par un T-Rex. Ça a l'air d'être un dinosaure créé dans le sens qu'il n'existe pas pour vrai dans la réalité. C'était la prémisse du premier film, là, créer un dinosaure qui n'existe pas. Je sais pas s'ils vont retourner dans cette direction-là, mais ça donne l'impression de. Je suis curieux de voir en tant que tel, parce que la bande-annonce ne donne pas vraiment en tant que tel la ligne conductrice de l'histoire. C'est pas vraiment. Tu sais, oui, ils veulent protéger les dinosaures, mais ils vont sur l'île, puis qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on sait pourquoi? Non, c'est ça. C'est très flou, mais reste que je serais curieux de voir surtout qu'il y a des éléments qui étaient restés en suspens dans le premier film. Exemple, le scientifique qui s'enfuit avec l'armée. Ouais, avec le 9, là. Ouais, parce qu'ils veulent créer une armée de dinosaures, puis là. Oh mon dieu. Te rappelles-tu de ça? Hey, on va envoyer des T-Rex. Non, c'est des raptors. Des raptors avec des mitraillettes et des caméras sur la tête. C'était ça son plan, hein? Ouais, c'était ça son plan. En tout cas. Là, t'es comme. Oui! Ça me décourage. Ouais, fais-toi méchant, tu sais. Ah ouais, mais c'était vraiment des pires méchants. Puis c'est un très bon acteur qui le faisait. C'était. Lui qui fait en plus c'est le méchant dans les vols. Ouais, c'est ça. J'ai oublié son nom. Parce qu'il était écœurant méchant d'habitude, là, mais là. Ouais. Sinon, dernière chose, c'est sorti, je pense 2 heures avant qu'on commence le podcast. Il y a une bande-annonce de Jessica Jones pour la saison 2. Qui est très attendue. Ouais, on dirait que c'est un peu plus colorié, c'est moins sombre. On a. C'est quoi déjà la tune qui est dedans dans la bande-annonce? Je suis pas fort, c'est non tune. En tout cas, c'est une chanson classique rock, là. Ouais. Mais ça, il avait l'air. S'ennuyer peut-être vers une tangente différente, parce que là, c'est ça qui arrivait à la fin, hein. Depuis Defender, on dirait que le monde commençait à être tanné de. Des ninjas, il fait noir, sombre. On aime ça quand c'est sombre, mais on aime ça quand il y a un peu de couleur en bout de ligne. Oui. Puis je pense que celle-là va peut-être essayer d'aller dans une direction un peu plus différente, une autre tangente.
Bref, écoute, on peut pas avoir vraiment d'opinion tant qu'à moi sur cette balance-là. C'est bien. On a vu ce qu'on a vu. Ben, c'est intéressant. Je pourrais dire un point. Je Vas-y. pense que le personnage on va peut-être dans la direction du. Je pense que ça va être encore plus dirigé vers l'esprit torturé. Parce que l'acteur qui faisait le méchant dans la première saison, David Tennant. David Tennant va revenir dans la saison 2. Et selon les informations qu'on a eues, il serait comme dans des Flashback, flashbacks ou dans ouais, des c'est ça. visions. Parce que c'est impossible qu'il soit là. Non, mais c'est ça. Ben, quoi que c'est Marvel. Là. Ouais, c'est Marvel, on sait Sky is the limit. Mais tout ça pour dire que je pense qu'on va aller encore plus dans la psychologie du personnage. Puis en tant que tel, ce qui est intéressant de Jessica Jones, c'est son tourment qu'elle vit en elle. Parce que oui, c'est une super-héroïne, mais elle est très secondaire dans l'univers Marvel. C'est plus ses démons qu'elle combat. Donc sûrement que c'est encore mis de l'avant dans la saison 2. J'ai hâte de voir. Il a l'air d'avoir de nouveaux personnages ici et là. Ils n'ont pas confirmé c'était qui le méchant de la série, même s'ils ont tendance à moins mettre l'accent dessus depuis dans les séries Daredevil, ou dire qu'il porte plus sur l'histoire, sur le super-héros que sur le méchant. Même si pour la saison 1, c'était l'inverse, il avait mis l'accent beaucoup sur le méchant. Ben, c'est ça, quand les séries décident de développer les méchants, c'est là qu'ils viennent bonnes dans Marvel. Puis quand ils essaient de développer des héros, on a moins d'intérêt. Écoute, Kingpin prenait tellement de présence que ça rendait cette série-là écœurante. La saison 2 d'un Punisher qui est en guillemets méchant, en guillemets, rendait la série encore plus intéressante. Puis Purple Man dans Jessica Jones, ça rendait le méchant encore plus cool. Mais dans Luke Cage, c'est le méchant, là. Les deux méchants. Ouais, le premier méchant, Cotton Mile, était super intéressant. Mais l'autre, je me rappelle même pas de son nom. Toi non plus. C'est Black Diamond, je pense. Ah, peut-être. C'est Diamond quelque chose. Non, mais c'est Black Diamond. Je pense que c'est juste Diamond qui dit ouais, ça. ça se peut, là. Mais c'était de la merde comme méchant, là, son costume à la fin, quoi. Ah, c'était terrible. Ça pour dire que j'ai hâte de voir. J'avais beaucoup aimé la première saison, même si l'Asperine ne m'avait pas trop marqué. C'était plus le méchant, mais il reste que l'histoire, je l'avais trouvé intéressante. Ouais. Surtout du côté traumatiste, tout ça. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va devenir, parce qu'on l'a revu dans Defender, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc j'ai hâte de voir. Puis la série, by the way, c'était pour le 8 mars. Ouais. Et je sais pas si c'était confirmé, j'ai pas vu, mais j'espère qu'on verra Luke Cage dans la série. Parce qu'ils sont très liés les deux dans les comics. Je sais que ça a mal fini dans la saison 1 de Jessica Jones, mais dans Defender, il avait laissé des teasers comme qui pourraient revenir ensemble. Ben là, je sais que la nouvelle saison de Luke Cage, je pense qu'ils sont en train de finir le tournage, Iron Fist va être dedans. Ouais. Ça aussi, ça va être très intéressant à voir, j'ai très hâte. J'aurais quasiment préféré qu'ils fassent pas de saison de Iron Fist, puis qu'ils fassent une saison Luke Cage, les héros à Iron Fist, ouais. Ça a été pas pire. Rien n'était possible dans le futur. Mais... Parce que ça aurait pu peut-être relancer les deux séries. Là. Ben oui. Ben, oui, ils vont relativement bien et mal à la fois, dans le sens que c'est pas les meilleurs actuels, mais il reste que. Avec les saison 2, ils peuvent remonter le ton. Là. Surtout pour Iron Fist, je pense. Là. Ils ont de la job pour la saison 2. Là. Bref, c'est à mon tour. Ouais, vas-y. On a eu le droit à un teaser pour la série Krypton. 20 secondes exactement. T'es à compter les secondes, hein? Non, c'est écrit. C'est une série dans le même style que Gotham. Pour ceux qui ne connaissent pas Gotham, ben, c'est une sorte de préquel à l'univers super-héroïque d'ADC. Donc Gotham, c'est pour Batman. Krypton, vous l'avez deviné, ben, c'est pour Superman. Je trouvais ton gars, tu cherchais à savoir c'est pour qui. C'est correct, Max. Ah je ouais, j'aimerais vraiment de chercher. ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, Superman, un peu, tout le monde sait que c'est dans les fils de Krypton. C'est tout ça pour dire que c'est une série préquelle, faite dans le même style que Man of Steel. Je pense que c'est fait par le même réalisateur. C'est pas officiel que c'est dans le même univers, même si tout est pareil. Ça doit pas être Zack Snyder qui réalise ça. Je sais pas si c'est exactement parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'univers de Man of Steel, qu'il travaille sur la série. Je sais pas si c'est scénariste, réalisateur, producteur, whatever. Okay. Je sais que c'est un des gros noms qu'il y avait là-dessus. Et tout ça pour dire que le teaser, ben, il donne un peu plus d'éléments. C'est sûr, c'est juste 20 secondes, mais il reste qu'on a déjà eu le droit à un autre extrait avant. Ce que je peux dire, c'est que c'est toujours assez intéressant. La qualité a l'air d'être au rendez-vous. Ce que je peux dire du teaser. Ouais, la série est vraiment belle. Là. En tout cas, elle a l'air vraiment, vraiment, vraiment belle. Là. Mais, tu sais, pour l'histoire, je suis pas encore sûr et certain. C'est ça qui m'a mis. Tu sais, pour Gotham, je peux comprendre avec la préquelle, tout ça. Mais là, pour Superman, j'ai un peu de misère à voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Même si ça a l'air très intéressant, j'ai comme l'impression que c'est comme une série de science-fiction dans l'univers de DC. Puis que, je veux dire, il a annoncé qu'il va y avoir des méchants et des super-héros de l'univers de DC, mais il reste que. J'ai l'impression de voir comment on va pouvoir se relier dans une structure de l'univers de DC. Parce que Gotham, c'était logique. Là. On suit Jim Gordon avant Batman, oui. Là, Krypton, on suit le grand-père de Superman. Ah, c'est même pas Joel? Non, parce que Joel, c'est Russell Crowe. Tu peux pas suivre Russell Crowe parce que vraiment... Non, mais s'il est jeune. Non, c'est le grand-père. C'est pour se facile à gérer. Ah, ok. Tu comprends, là? Ah, ça me décourage. Mais... Ouais, ça va aller, ça va aller. Ça pour dire que
j'ai hâte de voir d'un sens, parce que ça a l'air très bon en termes de qualité. Pour le scénario, je suis curieux. Mais en tout cas, c'est un projet qui me reste sceptique. La prochaine nouvelle, c'est une nouvelle farfelue. Répète-moi ça. C'est une nouvelle farfelue. Ah, je suis tellement d'accord. C'est dans la lignée de. Style, genre, comme on a parlé 2-3 semaines de Michael Bay qui voulait faire un film sur Dora l'exploratrice. Avec The Rock. Avec The Rock, c'est ça, tu sais. Dans le rôle de Diego, là. Yeah, là. Ça va être Moi, tu malade. l'aurais pas mis en Dora, toi? Tu veux qu'il fasse une androgyne, genre, je sais pas quoi, là. Ça serait malade. Ça serait weird. Mais possible. Ça pour dire que ma nouvelle, c'est sur le film Détective Pikachu, un film que tu me disais tantôt que t'attendais avec impatience. Ouais, T'avais adoré les jeux vidéo qui étaient sortis à l'époque. J'ai jamais joué. je sais, j'avais déjà joué sur la version GameCube. Il y avait un jeu qui était sorti GameCube de Pikachu Détective. Et à l'époque, j'étais quand même genre jeune. J'ai pas trop compris le principe du jeu, honnêtement. J'ai pas beaucoup joué. Mais c'était une manière d'exploiter l'univers de Pokémon dans une autre direction. Donc c'est pour ça qu'il avait créé ça. C'est une des nombreux jeux qu'il avait fait. Il avait même fait un jeu Pokémon RPG, je me rappelle bien, où que tu peux vraiment modifier les stats, tout ça, et l'équipement des Pokémon, genre c'était assez weird. Mais il y a assez des fois de tenter des trucs comme Pokémon Go. Et dans ce cas-ci, Pokémon Detective, ça paraît c'est une franchise qui marche bien, là. C'est populaire. Et tout ça pour dire que l'acteur principal qui va, dans le fond, faire la voix et les mouvements de Pikachu a été choisi. Et attachez-vous. À la base, c'était The Rock, hein, qui était, pour vrai, qui était prévu à la base. Effectivement. Et attention, le nom qui est sorti, c'est Ronald Reynolds, le fameux Deadpool actuellement au cinéma. Va faire un autre personnage culte, si je peux reprendre les mots de l'article du cinéma. Il va faire Pikachu. Et ça a l'air de te laisser ni chaud ni froid, Max. Non, je vois pas l'intérêt. Je pense que ça aurait été plus pertinent de faire un film sur Pokémon tout court. Effectivement. Puis de deux, je sais pas. Ben, ta première interrogation, c'était Pikachu, c'est un gars. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de sexe. Je pensais que les Pokémon en fait avaient juste pas de sexe. Ben, quoi que dans les jeux Pokémon, ils ont des sexes. Ouais. Mais. T'as les Pikachu gars, les Pikachu filles. Ouais, je sais pas. Ouais, je comprends. C'est assez weird. Je vais attendre de voir une bonne annonce avant de juger. Laisser le bénéfice du doute, mais ça reste très what the fuck, si je peux m'exprimer ainsi comme concept. Ça peut être surprenant, on sait jamais. Surtout que Ronald Reynolds. C'est déjà surprenant. Ouais, c'est déjà surprenant. Puis en plus, il y a Ronald Reynolds. T'sais. Puis c'est pas rien, Ronald Reynolds. C'est un très bon acteur, très en vogue en ce moment. Donc, je suis curieux. On verra pour la suite. Le film est daté pour 2019, si je me rappelle bien. Donc, on en a pour un bout avant de voir le projet sortir. Mais, tu trouves ça drôle? Écoute, peut-être que je vais faire comme. Ah, ok. Ouais, en tout cas, on verra pour la suite, mais bon, je vais suivre ça de proche et sérieusement voir ce que ça va donner. On a le droit à une autre bande-annonce. C'est la bande-annonce sur un film d'animation de Marvel. Très quoi? Pourquoi tu caches mon bande-annonce? Ben, parce que je veux te montrer le nom. Ah, ok, merci. Ben, bravo, hein. Non. Je continue, c'est correct, je continue. Et c'est la fois, ça m'annonce de film d'animation de Marvel qui est très attendu, qui est Spider-Man Into the Spider-Verse. Qui est dans le fond un film mettant en vedette pas Spider-Man classique de Peter Parker qu'on connaît tous, parce qu'on a vu les 3 séries de films qui ont été faites, mais bien sur Miles Morales, qui est... C'est Morales. Miles Morales, qui est dans le fond le nouveau Spider-Man, ben, un des nouveaux Spider-Man dans l'univers actuel des comics, qui est devenu très populaire sur le nouveau public. Et dans le fond, c'est un Spider-Man qui va prendre le relève du Spider-Man qu'on connaît tous, qui est un personnage dans le fond afro-américain. Donc ça fait de lui un Spyro afro-américain. Et qui vit ses propres aventures, même si la plupart des méchants de Spider-Man sont toujours présents, il a le droit à ses propres méchants. Et là, la balance, je la trouve en termes de visuel très belle. Ouais, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. J'avais de la misère avec les films de Marvel parce que souvent il y avait des scénarios ou des idées brochées à fond puis leurs films d'animation, contrairement à DC qui prenaient vraiment leurs comics forts puis en faisaient des films. Dans ce cas-ci, ça avait l'air assez. J'en avais vu 2-3 de Marvel puis ça avait pas l'air super bon. Et là, dans ce cas-ci, ça a l'air vraiment prometteur. Ils ont mis beaucoup de pubs, donc je crois qu'ils croient vraiment beaucoup au projet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis c'est l'acteur, dans le fond, Chadwick Moore, qui va interpréter la voix à Miles Morales. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas encore quel sera le méchant du film, mais l'acteur Liev Schreiber va incarner la voix du méchant.
Et on n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est un projet que j'avais quasiment oublié. Je savais Ouais, que moi ça, aussi. ça avait été annoncé l'an passé, puis ça m'avait sorti de la tête. Moi, je suis down. Pour un film d'animation, ça va. J'ai hâte de le voir, j'adore Spider-Man. L'acteur que tu m'as mis, c'est un très bon acteur pour faire les méchants. Il avait fait le demi-frère de Logan dans X-Men Origins. Ouais, ou il joue dans Goon aussi. Dans Goon aussi, il a la gueule de l'emploi pour faire un méchant. Si on verra pas sa face, mais il y a aussi sa voix. J'ai déjà entendu la version originale, puis il y a une voix très, très travaillée, très rauque, qui peut faire peur si tu l'écoutes pareil. Donc je suis curieux de voir quel méchant il va faire. J'aimerais ça qu'il prenne un méchant qu'on n'a jamais vu. Ben, si on a une vague, je serais pas surpris parce qu'exemple, le jeu qui va sortir l'année prochaine de Spider-Man. Ouais, t'amènes un gars que j'ai vu. C'est Là. Negaman, qui est un méchant quand même. Ben, il est récent, le comic de Spider-Man, mais quand même, c'est un des plus gros. Et on l'a jamais vu dans les films. Et il n'est jamais dans les jeux vidéo. Il est très, très peu présent. Dans les vieux jeux de PS1, il y était. Mais depuis, il l'avait pas remis. Et là, ça a l'air intéressant. Puis ça met un nouvel horizon. Et on verra pas. On sera pas le Gobelin. Ou ce sera pas Octopus. Ce sera pas Venom. Ça va être Negaman qui va être le méchant Je principal. sais que Kingpin va être dans le jeu, là. Ouais, ben Kingpin à la base c'est un méchant de Spider-Man. Ouais, pas avant Daredevil. Ouais, quand Daredevil a été créé, c'est devenu le méchant principal de Daredevil, mais à la base Spider-Man le combattait. Donc c'est ça. Donc j'ai hâte de voir le jeu et j'ai hâte de voir le film parce que je suis curieux de voir premièrement qui va être le méchant, mais aussi de voir évoluer un nouveau Spider-Man qu'on n'est pas habitué de voir dans les films d'animation et en vrai d'ailleurs parce qu'il a été teasé plus ou moins dans le dernier film de Spider-Man, il y avait un personnage joué par un acteur noir très connu. Oui, c'est Donald Glover. Ouais, Glover. Il faisait un personnage qui je pense, c'est le meilleur ami de ce Spider-Man-là dans les comics. Donc, c'était pour faire un lien, disant que sûrement, c'est un tease comme dans. Peut-être dans le prochain Spider-Man, ils vont l'introduire ou futurement, dans le futur, pour avoir se retrouver avec deux Spider-Man. Ça pourrait être intéressant comme concept, d'ailleurs, pour faire évoluer le personnage, parce qu'on est habitué de toujours voir la même histoire de Spider-Man, donc je suis curieux. Dans les nouvelles, encore une fois, d'Inspero, je peux pas m'en empêcher, il y en a tellement de nouvelles. Ils ont sorti les premières images du prochain X-Men, X-Men Dark Phoenix. Donc on peut voir les images entre autres de voyons, Sophie Turner qui fait Jean Grey maintenant dans la version jeune et qui est comme tout en feu. On a aussi un cours d'information sur le film. Dans le fond, l'équipe va être envoyée dans l'espace pour faire une mission de sauvetage et il y a de l'énergie cosmique qui va les frapper et ça va libérer le Phoenix qui va prendre le contrôle de Jean Grey, ce qui originalement c'est ça. Ce qu'on n'avait pas vu dans les comics à date, dans les films je parle, c'est le vrai Phoenix. Dans la première trilogie, c'était plus ou moins un esprit qui était dans la tête de Jean Grey, mais on la voyait juste dans le troisième, puis c'était pas vraiment un esprit, c'est comme si pouvoir latent. Dans le nouveau, on la voit à la fin, dans le dernier, contre Apocalypse. Elle utilise ce pouvoir-là à la fin, mais c'est comme en colère. Et là, on va vraiment le voir à l'œuvre, le Phoenix, ça va être autour d'elle. Donc, dans le fond, c'est une gentille qui va donner méchante. C'est comme elle, la méchante du film. Et, entre autres, parce qu'ils ont annoncé une grande actrice aussi qui va être dans le film, Jessica Chatin. Chartin, voilà, qui est confirmée pour faire une extraterrestre. Donc, mais son rôle n'est pas clairement dit, mais c'est une extraterrestre, donc à voir. C'est pour dire qu'on voit des images, entre autres, du vaisseau qu'on va utiliser et de certains personnages. La plupart des autres films reviennent. C'était confirmé, donc on va avoir Charles Xavier, Magneto et Mystique, entre autres, pour nommer ceux-là. Donc, je suis curieux de voir. Je sais que c'est assez mitigé depuis le dernier. Je suis mitigé, t'es mitigé. Le dernier, j'avais beaucoup d'attentes quand même pour le dernier. C'était un des méchants les plus emblématiques des X-Men. Ah ouais, c'était excitant comme nouvelle quand ils l'ont annoncé. Là. Ouais, et finalement, ça a été mitigé. Le méchant, il a manqué de chair autour de l'os, tout le monde peut dire. Et donc, pour cela, ben, je suis curieux. Il part dans une autre direction. Je pense qu'il essaie de renouveler la franchise. Mais là, c'est pas Bryan Singer là, qui le réalise, ça là. Honnêtement, j'ai pas regardé c'était qui réalisait. Ouais, parce que là, Bryan Singer, en ce moment, est dans un scandale sexuel. Là. Ouais. Il est en train de finir le film sur Queen. Ouais, puis il est expulsé du film. Ouais, c'est ça, il était expulsé du film parce que là, en plus, il s'avait fait renvoyer parce qu'il allait pas au tournage. Puis là, il s'est fait carrément enlever. Il y a des allégations. D'abus sexuels. Ouais, sur un jeune garçon de 14 ans, genre. Fait que c'est vraiment weird. Puis de toute façon, il faut dire une seule chose sur le film qui s'en vient de X-Men. C'est probablement le dernier sous la tutelle de Fox. Fait que... Ouais, il y a des chances, c'est des chances. Parce que Fox est en train de négocier pour vendre ses. C'est pratiquement sûr. Les potins n'arrêtent pas d'en parler. Ouais, à chaque semaine, ça amplifie, donc c'est une question de temps. Mais il reste que l'univers peut toujours prolonger. Ça se peut aussi que Disney décide de faire un reset pour commencer à zéro. Ouais, ben en tout cas, j'espère qu'il va laisser au moins sortir les New Mutants. Je suis vraiment intrigué. Ben, le film doit déjà être pratiquement fini. New Mutant puis Deadpool 2, tu sais. Là. Ouais, ben Deadpool, d'après moi, Disney va continuer à l'exploiter. Il y a plus d'argent que certains de leurs films. Ah, mais tu sais que Disney a des misères avec les films 16 ans et plus. Là. Ouais, mais à la limite, tu l'intègres pas à ton univers puis c'est tout. Ouais. Ah non, c'est lui, check, descend en bas.
Non, mais c'est pas Bryan Singer, je check. Ouais. C'est le nouveau réalisateur, c'est... le réalisateur qui va réaliser ce X-Men-là, Ouais. c'est Simon Kingberg. C'est son premier film en tant que réalisateur. Il a travaillé sur plein de projets comme Sherlock Jumper, Holmes. il a déjà travaillé sur X-Men. Monsieur et Madame Smith, c'est lui qui l'a écrit. Quatre Fantastiques, le premier. Oh, God. Il a écrit sur Apocalypse. Ouais, il a travaillé sur Deadpool. Il a travaillé sur Star Wars, le Force Awakens et Rogue One. Fait que c'est un gars qui connaît l'univers, qui connaît le comics. Puis Ouais, il est passionné de ça. On le ouais, voit. c'est ça. Fait qu'au moins, C'est un bon espoir. mais c'est son premier film. Fait que, mais j'imagine que la Fox a confiance en C'est lui. intéressant de préciser encore que ce film d'X-Men-là est encore tourné à Montréal. C'est devenu comme une... Ben, depuis que c'est James McAvoy puis Michael Fassbender, ça a tout le temps Ouais, été tourné à Montréal. c'est ça, c'est toujours tourné à Montréal. Ce que je trouve en ça, c'est intéressant à savoir, parce que des fois, quand tu regardes les films, tu peux voir des scènes que tu reconnais les décors Ouais. de Ben, Montréal. je me rappelle tout le temps de Wolverine dans Death Future Past, quand il s'est pitché dans le fleuve Saint-Laurent. Je l'ai reconnu, là. Ouais, Puis le stade olympique, qui ont juste enlevé le bouchon pour tirer à la chasse, là. Ouais, puis il soulève, ouais. Ouais. J'avais bien aimé ça. C'est les belles petites références comme ça dans le film. Mais, ouais, c'est fait que... Hein, Fait que toi, qu'est-ce que t'en penses de... Je sais pas, même pour vrai. Je pense que. Il y a un côté de moi qui. Je revenais sur l'affaire Fox Disney. Il y a une affaire en moi qui me dit. L'avantage que la Fox avait de pas être sous la tutelle de Disney, c'est qu'on pouvait avoir un Deadpool. Tu sais, c'est déjà Ouais. violent puis trash comme univers. Et on n'aurait jamais eu Logan. Puis là, il y a New Mutants qui s'en vient, puis qui va être un film d'horreur dans l'univers des X-Men. Puis c'est jamais quelque chose qui aurait été pensable. Puis là, ce que je me dis, c'est qu'en quelque part, est-ce que Disney va tout diluer ça un peu? Puis ça permettait aux films de comics de pouvoir évoluer. Écoute, Logan, je pense qu'il a fait... C'est le meilleur film de super-héros qu'on a vu cette année. Ouais. Même si Thor Ragnarok puis Justice League s'en sortait très très bien, là. Mais non, c'est ça. Fait que pour cela, je suis pas tant excité parce que on dirait que j'ai comme pogné ma claque des X-Men. On dirait que je suis tanné. J'en ai Ben, il y en a comme eu beaucoup, hein. Les X-Men, ça roule depuis le début des années 2000 et... Ben, c'est ça, on a eu quoi au total? Ça va être le 7e film de l'univers. Si on parle pas des spin-offs là, de Wolverine. Je pense que c'est ouais. le 7e. Le 7e sans les spin-offs, ouais. Fait que ça commence à faire. On dirait que je suis comme saturé un peu. Apocalypse, j'ai jamais été capable de le finir. Ah, t'as jamais fini Je Apocalypse? suis pas capable, je le trouve plate à mourir, ce film-là. Je le trouve d'un ennui. Tu sais, déjà, The First Patch était très bon, mais il était déjà en dessous de First Class. Puis j'étais comme. T'as-tu au moins vu la scène de Wolverine dans Apocalypse? Même pas. C'est genre la scène, faut que tu vois, là. Ouais, mais Ça quand t'as boucle la vu- boucle. Tu peux pas faire mieux que Logan. Non, je sais bien, mais ça bouclait la boucle, là. Ouais, ben, parce que je l'ai pas vu. Je t'invite à aller voir au moins cet extrait-là parce que ça permettait de remettre la logique en arrière de Wolverine parce que dans la nouvelle trilogie, il avait changé son historique. Fait que là, ils l'ont comme rétabli. Puis c'est plus proche des comics. Ok. J'ai beaucoup aimé ça pour ça. Donc, c'était tout pour nos nouvelles. Ouais. Alors, sans plus attendre, on va du côté de la zone cinéma. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone cinéma et cette semaine, j'ai une petite chronique dans le sens que je veux parler de l'univers de DC Comics. Je peux pas m'en empêcher. C'est les premières retombées après le box-office de DC, pas de DC, de Justice League, qui est plus ou moins terminé, on peut dire. Et dans le fond, Warner Bros. A déclaré qu'il est en pleine restructuration pour éviter des prochains échecs dans l'univers des DC parce qu'ils veulent l'exploiter. Et première chose à savoir, c'est que le film a moins rapporté que Man of Steel, ce qui est très inquiétant. Ouais, pis tu sais, t'as tous les super-héros, dont Batman. Là. Ouais, c'est ça, là, puis il rapporte moins que Man of Steel. C'est assez surprenant. La première chose, c'est celui qui a été mis à la tête de la division des films après Batman vs Superman. Il avait mis une personne pour restructurer ça. C'était John Berg. Il a été mis à la porte parce que chaque film après Batman vs Superman ont rapporté moins en moins qu'ils ont fait. Donc, c'était des chèques par échec. Les actionnaires sont très mécontents. Par contre, celui... je cherche son nom, une seconde. Le scénariste en chef des films de DC, il va rester à son poste, qui est Geoff Jones. Jeff Jones. Jeff Jones, qui a scénarisé tous les films de DC qui sont sortis à date. Mais son poste va évoluer, il va devenir plus consultatif que vraiment... Writer, là. Ouais, tu sais... Pourtant, ça fait des années qu'il écrit pour DC.
Ouais, Je pense que c'est même le boss de DC Comics. Écoute, oui, mais je veux dire, les derniers films qui sont sortis d'ici, les histoires, les scénarios, à part Wonder Woman, c'était broche à foin, là. Oh ouais, surtout Batman et Superman, là, c'était garoché, là. Ouais. Ils veulent aussi une restructuration structurelle dans le sens que ils veulent faire comme pour Marvel puis Disney, ils veulent réunir tous sous la même bannière. Puis en ce moment, Warner Bros. Et DC, c'est comme deux bureaux à part. Puis ils veulent comme les fusionner ensemble pour qu'il y ait une meilleure écoute. Parce que le problème en ce moment, c'est qu'il y a un problème de communication et ça paraît. Ah ouais. T'avais pas remarqué, mec? Non! Toi qui en parles à chaque semaine quasiment. Là. Et pourtant, Aquaman s'en vient. Là. Ouais, Aquaman s'en vient. D'ailleurs, il y a déjà un charlage à rapport avec Aquaman, parenthèse comme ça. Ils ont sorti la première image et ils ont changé ses tatous. Oui, c'est ça. J'ai remarqué de moi-même, Ah. ils sont plus, avant les teats, Ouais. au lieu d'être après les teats. Mais c'est comme, mais là, c'est un tatou, c'est pas censé bouger. Ouais, c'est ça, là. C'est une petite erreur. Là. C'est des détails, c'est du nitpicking, mais c'est des détails que peut-être que monsieur, madame, tout le monde ne le remarquera pas, mais toi, moi, Ouais. on va le savoir. Ben oui, moi je l'ai remarqué avant même que l'article en parle, je l'avais remarqué. Ce que je voulais dire aussi sur la nouvelle, c'est que là, ils veulent restituer l'univers et une des choses qui va arriver, c'est. On a pu refaire la bouche à Superman. Ouais, effectivement, mais une des choses qu'ils veulent faire, c'est que là, Zack Snyder, il est comme devenu le mouton noir de DC. Et à ce paraît, c'était dès Batman Superman Il voulait le mettre dehors. qu'il allait le mettre dehors parce qu'il était très têtu, puis il y avait Kevin dans la tête, on pouvait pas y changer, puis les actionnaires, ils essaient de le convaincre, puis comme non, mon idée est bonne, vous allez voir, ça va marcher, ça va marcher! Les films de producteurs, c'est jamais bon signe. Et je peux pas dire à chaque cas, mais dans le cas-ci, ça n'a pas été super. Et entre autres, une des choses que DC regrette, c'est d'avoir laissé le choix à Zack Snyder de choisir le méchant de Justice League, qui est Steppenwolf. C'est une des raisons principales pourquoi le film n'a pas marché, le méchant. Et c'est une des raisons aussi pourquoi ils considèrent que Zack Snyder, ils veulent plus le voir. C'est qu'il disait tout le temps que le méchant c'était un bon choix. Puis il disait non, ce sera pas bon, ça marchera pas. Puis t'es comme non, écoutez-moi, ça va marcher, j'ai une idée. C'est parce que c'est vrai que d'un côté, ça aurait été important d'introduire des méchants que tout le monde connaît pour commencer. Ouais. Après ça, écoute, Marvel le fait. Ils vont chercher des méchants que le grand public ne connaît pas. Là, tu peux les exploiter pour en faire ce que tu veux. Écoute, c'est vrai que Marvel sont pas reconnus pour leurs méchants. Ouais. Mais écoute, c'est ça. Fais ça avec DC. Amène Lex Luthor, amène le pingouin, amène. Darkseid. Tu sais, amène des méchants emblématiques et connus pour au moins booster. Tu sais, on va le voir. Écoute, Suicide Squad, probablement une des raisons pourquoi que le film est un succès. Pas critique, mais au box-office, parce qu'il y avait le Joker dedans. Ben, Puis Harley Quinn, là, forcément. ouais, forcément. Parce que moi, fais-moi pas croire que tout le monde était à voir le film pour Will Smith, là. Même si j'aime beaucoup Will Smith, là. Effectivement. Aussi, une des choses qui avait été ressortie, parce que c'est une entrevue dans le fond qui a eu lieu, et ça disait que dès Batman Superman, il voulait s'en débarrasser Zack Snyder, mais la première chose qui a sonné l'alarme, ce qu'il dit, c'est que c'est quand ils ont réalisé que le film était trop sombre, qu'ils ont vu le produit final, ils ont fait fuck, le film il est trop sombre, là, ça marchera pas. Puis Zack Snyder était comme non, ça va marcher. Fait que là, ils l'ont mis, ils l'ont partagé. Puis dès là, à chaque film qui ont sorti après, ils ont essayé de remonter la barre de. Ben écoute, Wonder Woman, ça m'a preuve que tu peux être sombre. Ouais. Mais tu sais, il faut qu'il y ait de l'espoir. C'est des personnages qui représentent l'espoir. Le S de Superman, c'est pour l'espoir. S'il n'y a pas d'espoir. Puis la piste, parce que quand Batman v Superman est annoncé, puis que c'était Zack Snyder, j'étais d'accord parce que je trouvais que la Man of Steel avait fait une joke quand même vraiment respectable. Tu sais, je sais, le film, il y a plein de défauts. On le sait tout, on l'a critiqué il n'y a pas longtemps. Mais je trouvais que, au moins, on va s'enligner ailleurs, puis ils vont remonter à la pente. Mais ça n'a pas été ça du tout. Là. La qualité a fait juste dropper. Après ça, sur Suicide Squad, là, Wonder Woman est venu remonter l'espoir, puis évidemment, Justice League, c'est juste un bon film. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas quoi, man, mais. Ouais, Aquaman, est-ce que les gens ils ont hâte, c'est un super-héros qui est quand même très aimé. Oui, il était cool dans Justice League. Il était cool, puis aussi que c'est un super-héros, ça fait des années qu'on veut voir, dans le sens que il est devenu populaire dans les comics récents. Avant, il était moins populaire, mais depuis cette nouvelle version Il moderne. était moins populaire. Tout le monde tripait sur Aquaman, arrête. C'est le super-héros de tous les enfants. Ah oui, l'homme qui parle aux poissons. Si tu veux, tu peux parler aux poissons. Ouais. Ok. Ouais, donc c'est ça. Donc il y a des fortes chances que Zack Snyder va être banni. Sortez de là. Moi, je le dis depuis le début. Ce qui m'inquiète aussi, c'est le scénariste. Ils veulent le garder pareil, le chef scénariste. Mais j'ai de la misère avec, dans le sens que c'est lui qui a comme orchestré tout ça. Donc oui, il va garder consultatif, mais en même temps, il va toujours une touche dessus. Moi, d'après moi, il devrait tout recéter ça, tout changer les têtes,
On repart à zéro? Non, je parle pas des films, je parle de ceux qui réalisent, produisent et scénarisent. Tout ce qui est en arrière. Ouais, mais là, c'est parce que là, faut que Aquaman soit un succès, là. Ouais, ben, je veux dire... Parce que là, la seule affaire qu'ils ont, c'est Wonder Woman. Là, Wonder Woman, comment tu peux faire des films sur elle si les autres marchent pas? Puis, je veux dire, Superman était censé... pas Superman, Justice League était censé le film qui partait de l'univers de DC. Et parce que Batman Superman était... C'est leur Avenger, eux autres. C'est ça, c'est leur Avenger. Et là, le prochain film qui s'en vient, c'est Aquaman. Il n'y en a aucun autre de partie de tournée, là. Non, ça, il n'y a rien l'année prochaine. Là. Il va y avoir des tournages l'année prochaine, mais ils sont pas encore commencés, les tournages, là. Non, c'est ça. Fait qu'il y a encore le temps de verrai ça Fait que là, si Aquaman, ça passe pas... D'après moi, ça va même bouger avant. Là. Ça va bouger avant, mais déjà que ma prochaine nouvelle, c'est sur Ben Affleck. Mais qui dit qu'Aquaman ne closera pas l'univers, puis on repart à zéro. Ben, en fait, c'est ce que je voulais en venir. C'est le film qui voudrait servir pour closer l'univers, c'est Flash. Qui était le prochain après Aquaman. Ouais, le Flashpoint. Là. Le Flashpoint. Ils veulent se servir de ce film-là pour plusieurs raisons. La première, c'est de resetter l'univers. Veux pas, pour le rendre plus crédible. Donc, ils veulent s'en servir pour le resetter. Puis ce serait d'ailleurs le dernier film qu'on verrait Ben Affleck dans le Batman, même si c'est pas sûr à 100%. Ça se peut que même dès le début du film, ça soit plus lui Batman puis que ça soit déjà reseté. Mais c'est pas encore confirmé. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est qu'avec le film, on change de Batman, on change l'univers, on recette ça, on corrige les défauts, puis on repasse aux nouvelles bases pour l'avenir. Ce serait le Flash ce serait le vrai film qui serait le pôle pour partie de l'univers des DC. On garderait le même acteur ou Pour Flash, oui. Ouais, on garderait Ezra En fait, ce qui arriverait, c'est que tous les membres resteraient, sauf Ben Affleck qui partirait. À date, ce serait ça le planning. Un Batman plus jeune, genre? Ouais. Ben, on l'a nommé, il y a 2 acteurs en liste en ce moment qui peuvent le jouer. John Hamm, puis l'autre c'est Jake Gyllenhaal. Les deux sont pressentis par Matt Reeves qui veut faire une... que ça va pas bien, hein? Non, mais quand tu y penses, pense à ça 30 secondes. Là, on est tellement dans la merde qu'il faut tout resetter du début. Mais tu peux pas resetter tout ce qui était parti parce que le monde va être saturé de revoir les mêmes films. Ça doit capoter. Imagine les réunions d'urgence là-bas, là. C'est juste Kevin Feige qui s'allume un cigare avec un 100$, tu sais. Moi, je veux le meeting. Ok, les boys, là, c'est critique. On sort pas d'ici tant qu'on n'a pas trouvé une solution. C'est un peu ça, parce que c'est des têtes pensantes qui sont en haut et sont probablement assis autour d'une table à se dire qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, techniquement, ils dorment sur des milliards. Ouais, c'est ça. Ils dorment littéralement sur des milliards, puis là, ils sont même pas capables d'engendrer 600 millions avec Justice League, qui est censé être leur Avenger. Ça, c'est le genre de film qui aurait dû faire 1 milliard. Ben oui. Fuck! Il y a un stress. Mais je dirais que l'alarme avait déjà été sonnée quand ils ont voulu partir de l'univers avec Green Lantern. À l'époque, on voyait qu'il y avait déjà la structure marchait pas. Le film était chaotique en soi. Et, ben, peut-être que prendre le temps. Donnez-vous pas 1 an et demi pour faire le film. Donnez-vous 3 ans. Tu sais, Nolan, c'est ça qu'il faisait. Il disait écoute, moi, je ne me dérange pas de te faire une suite à Batman, mais tu me laisses 3 ans. Puis, quand que ça a donné, ben oui. Prenez votre temps. Puis, un coup que vous allez trouver votre recette à vous autres, enchaînez après un film après l'autre. Là, ils vont quand même avoir 2 ans à peu près parce que Flashpoint, il est censé sortir en 2019. Donc, ouais, mais il y a encore Aquaman. Là. Ouais, Aquaman c'est 2018. Ce serait le dernier avant qu'il y ait un reset. C'est quoi, je pense qu'il sort de la fin de l'année? Il sort, genre, je pense, en novembre prochain. Là. C'est loin, là. Ouais. Mais tu supposais que Flash serait en 2019. Je pense que c'est début 2019, je me rappelle bien. Okay. Février ou mars. Et ce serait ça switcherait. Fait qu'ils ont quand même quasiment 2 ans devant eux. Un peu moins, mais il reste que ils vont avoir un gros travail qui va se faire. Je voulais en parler parce que c'est sorti récemment. Il y a des textes qui sont en train de tomber, des gros changements vont se faire. Ça fait longtemps qu'ils en parlaient. Et là, je pense qu'ils ont une douche froide. Il y a une réalisé que. Puis Ben Affleck, ça ne tente plus d'être là. Ben, il a perdu toute motivation, surtout avec le projet Batman. Il s'est fait enlever. Il s'est fait tasser de côté. Ils ont détruit son scénario. Après, c'est ses performances dans Batman vs Superman. Non, c'est pas ses performances, tant qu'à moi le problème. C'est l'écriture du personnage qui était le problème. Ouais, l'écriture du personnage, mais aussi le scénario, ça l'aidait pas non plus. Fait que, tu sais, il joue dans des films qui marchent pas trop bien, ça ajoute sur le moral. Les films qu'il produit récemment, autres que DC, vont pas trop bien. Ouais. Je veux dire, c'est un acteur et un producteur, mais il était connu pour avoir des hauts et des bas. Donc là, il est dans un bas. C'est de valeur parce que Ben Affleck, les mauvaises langues diront que c'est un mauvais acteur, mais c'est un très bon acteur. Il a fait des très bons films. Autant qu'il a fait des mauvais, mais il reste qu'il a fait des très bons. C'est ça, récemment, il y a plus de bons que de mauvais. Puis c'est un bon réalisateur aussi. Mais là, c'est Matt Reeves qui va réaliser ça, puis ça risque d'être vraiment bon. Là. Ouais, mais ce qui va être
particulier, c'est que là, Matt Reeves veut choisir son acteur pour faire Batman. Là. Ouais. Il veut pas Ben Affleck, il a dit clairement. Là. Ben, il a pas dit clairement pas qu'il le voulait. Ben, dans l'article que j'ai lu, ouais, Matt Reeves, il veut absolument un autre acteur pour faire son Batman. Ben, il veut probablement quelqu'un de plus jeune. Probablement pour avoir plus de jeux avec. Ouais, donc, même Batgirl, je pense que ça arrivera pas. Là, ben, ça a été temporairement annulé, mais finalement, Joss Whedon est revenu en disant qu'il était toujours sur le projet, peu importe ce qu'on disait sur lui. Ouais, c'est parce que là, je pense que si j'ai bien compris, c'est des problèmes du qu'un divorce avec sa femme. Ouais. Parce qu'il a trompé. Ouais. C'est ça que quand t'es millionnaire. Tu sais, Joss Whedon, surtout que lui, c'est un des réalisateurs en vogue en ce moment. Là. Ouais. Après les Avengers, il y a. Ben, quoi que là, en ce moment, il se fait détester pour Justice League. Là. Il y en a qui disent qu'ils ont aseptisé le produit. Là. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est une grosse situation. On va en entendre parler d'ici l'année qui s'en vient, c'est certain. Il y a déjà des têtes qui sont en train de tomber, des acteurs qui vont changer. Ben Affleck est une des grosses têtes d'affiche qui va tomber. C'est malheureux dans un sens, parce que c'était un bon, il faisait un bon Batman. C'est un bon choix. Là. Ouais. Puis comme on a dit, il y a 12 acteurs qui sont déjà pressentis. On verra ce que ça va donner. Mais c'est sûr, je vais en reparler bientôt, c'est certain. C'est une question de temps avant qu'ils fassent OK, là, tout le monde, pour info, ben, on scrape tout ça pour on met ça à la place. T'sais. Moi, je suis plus excité par la trilogie de Matt Reeves qui s'en vient. Ouais, ça, je suis curieux parce que. J'aimerais quasiment mieux qu'ils le mettent à part. Là, t'sais. Ouais, ça pourrait arriver, il en avait parlé au début, puis ça a vite été démenti qu'il voulait faire son propre univers sur Batman. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aurais quasiment préféré ça parce que, tu sais, tu te concentres juste sur un seul personnage et non sur les autres. Ça aurait donné. Puis il aurait pu exploiter des méchants qu'on voit pas beaucoup au cinéma. Comme tu sais, Black Mask, il y a de quoi à faire avec ça. Ben oui. Le Sphinx, ramène-le. Le Sphinx, ça serait cool. Mais tu sais, un Sphinx qui est bien pensé, ben, je sais pas que Jim Carrey c'est pas une bonne job, Ouais. là, mais qui est pas drôle. Là. Un Sphinx qui est intriguant. Ouais. Il y a Penguin, j'aimerais ça en voir au cinéma. Dans la série Gotham, il est super bon. J'aimerais ça en voir au cinéma. Plus à jour que lui de. Voyons comment il s'appelle. Danny DeVito, là. Ben, Danny DeVito était très très sombre. Ouais. Il était bon aussi. Je dirais que le version du Penguin qu'on voit dans la série Gotham, il est plus moderne. Il est moins sombre, il est plus nuancé. Reste qu'il est très bon en soi. Puis il y a une belle évolution, on peut le voir évoluer en travail de saison. C'est le méchant principal de la série. Ça a été décidé dès la première saison. Puis l'acteur qui a été choisi, il fait une bonne job. Puis tu vois qu'il aime son rôle. Puis qu'il se met à fond dedans. Donc, la seule affaire qui me déçoit, c'est que j'aurais aimé voir Ben Affleck contre Jared Leto. Ça a été intéressant, en effet. Encore là, même Jared Leto, il était rendu mitigé aussi. Avec, même s'il a déjà confirmé qu'il y a si l'univers reste comme il est, il y a au moins 2 autres films qui vont apparaître dedans. Ouais. Puis il était censé aussi apparaître dans le film de Batman. Mais là, si c'est un nouveau Batman, est-ce qu'ils vont garder le même Joker? Ouais. David Ayer, le réalisateur de Suicide Squad, avait dit en entrevue qu'il regrettait de ne pas avoir mis le Joker comme méchant principal. Ouais. Ça aurait pu être vraiment cool, ça. Mais à la base, c'est nous qui disait que c'était ça. Puis quand la première annonce est sortie, on était comme... c'est-tu le Joker ou c'est pas le Joker? Puis finalement, ils ont dit non, c'est pas le Joker le méchant. Puis on était comme d'accord. Finalement, il a 15 minutes dans le film, puis ils l'ont mis sur toutes les promotions. En tout cas, bref. Ça pour dire que c'était ma chronique sur la restructuration d'ici. Alors, on va être du côté non-spoiler, parce que cette semaine, on critique un film d'horreur, comédie, de Noël, faut le préciser, Krampus. Alors, sans plus attendre, on va du côté non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler, et je le répète, cette semaine, on critique le film Krampus, un film comédie-horreur. Je croyais que c'était juste horreur, mais en allant voir sur le Wikipédia, c'est bien écrit comédie-horreur. Un film de Noël, il faut le préciser, parce que ça se passe à l'époque de Noël. C'est réalisé par Michael Dougherty. Faut dire Dougherty. Dougherty. Et qui a pas fait grand-chose de très connu en soi. Il a fait Trick or Treat. Que je connais pas, mais que tu as voulu mettre dans son. Ben, c'est un film d'horreur c'est un film indépendant, là, sur le temps passé, ça n'a pas été distribué dans un gros studio. Mais c'est un film indépendant d'horreur qui a eu comme un petit succès dans l'indépendant. Fait que c'est cool. Ça peut expliquer le pourquoi il a fait Krampus. Ouais, parce que je me rappelle bien, c'est plusieurs histoires d'horreur. Ah! Et il va faire entre autres un gros film qu'on attend. Il va faire la suite de Godzilla. Godzilla Night of the Monster. King of the Monster. King of the Monster. Pourquoi je dis Night? King of the Monster. Excusez-moi là. King of the Monster qui est très attendu. Ben, très attendu. Le dernier Godzilla qu'on fait est resté mitigé en soi. Ah, quand même, hein? Ouais, parce qu'ils ont un peu changé sa version, le style de Godzilla que tu as pu C'est voir. pas tant Godzilla, je pense, qui était le problème, c'était plus les acteurs.
Brian Cranston. Puis t'as pas coupé le coup au montage. Ah, ouais, hein. Tu le coupes au montage, là, ça va super bien après. Comme le couple de Russes dans Justice League. Ouais, c'est exactement ça. Tu le coupes au montage, ça va super bien. En tout cas, il était juste servi pour un gag, dans le fond. Ah, est-ce que tu supposé que le prochain Godzilla va être réalisé par lui, ce qui est quand même un très gros film, donc ça dit que il est bon, là, parce qu'on ne sais pas que quelqu'un au hasard faire un film aussi gros. C'est une franchise qui veut créer un univers de monstres avec Godzilla, King Kong et tout ça. Donc, le Monsterverse, là. ouais, le Monsterverse, voilà. Donc, les acteurs, on a Adam Scott, qui est le plus connu du casting. Ouais, ben écoute, Toni Collette aussi, elle a une bonne carrière, là. Ben, je la connaissais pas vraiment. Ah, pour vrai, elle a fait plusieurs films, là. Ben, pour revenir à Adam Scott, Ouais, excuse-moi. on l'a vu récemment dans La vie rêvée de Walter Mitty, Ouais. qui était très marquant avec, entre autres, sa barbe. Sa magnifique barbe. Sa barbe qui sonnait quasiment fake quand t'as regardé. Là. Ouais, mais il a fait plusieurs films, là. Je pense que c'est comme un acteur qui commence genre à avoir... Ben, il est de plus en plus connu, il est récent. C'est un acteur en montée en ce moment. Il a une nouvelle série que j'ai commencé à écouter qui est Ghosted, une série comédie science-fiction. Mais il fait beaucoup de choses variées. Il fait autant du sérieux que de l'humour. Je sais qu'il est populaire dans la série Big Little Lies, là. C'est comme une nouvelle série, là, qui a un gros succès. Sinon, il a fait quand même beaucoup de films, là. Ouais, il fait souvent des rôles secondaires, mais il y a une face qu'on se souvient. Tu l'as souvent déjà vu dans un film, il en fait beaucoup. C'est ça, il a joué aussi dans le Spa. Le Spa. Uptime Machine 2. Ah, pour vrai, il a joué là-dedans. C'était épouvantable comme film. Le premier, je l'adore pour vrai. Le premier film, c'est genre comme un péché mignon. Ouais. Mais celui-là, c'était épouvantable. Je vois même pas l'intérêt du premier, là. Ben, le premier, l'as-tu déjà vu? Non. Pour vrai, c'est vraiment drôle. Ok. Mais le deuxième, ça devient Ok. n'importe quoi. Puis il y a juste dans Little Evil que j'ai parlé il y a pas longtemps à l'émission. L'affaire avec l'enfant, c'était un démon. Là. Ouais. C'était un film original de Netflix, là, mais en tout cas. C'est pour dire que c'est le plus connu quand même du casting, suivi de l'actrice principale qui fait sa femme, qui est Toni Collette. Tu dis qu'elle est connue, je la connaissais pas vraiment. On a droit aussi à David Kushner. Qui est dans le fond, le gars avec la gueule sur le côté. Ouais, qui fait comme le beau-frère et qui lui aussi est connu. Il a fait entre autres les deux films Présentateur vedette 1 et 2 avec Will Ferrell. Il faisait le commentateur sportif. Ah, il en a fait beaucoup. Là. Il a joué aussi dans The Office, qui est une série humoristique qui a beaucoup pogné en Amérique. Mais c'est le genre d'acteur qu'on a pu voir souvent avec Will Ferrell aussi. Ouais, mais il est connu beaucoup pour l'humour, mais il a fait quelques trucs sérieux, donc Krampus entre autres. Mais puis il a fait aussi Piranha 3D récemment. Mais il reste qu'il est connu pour l'humour, puis il a aussi sa mimique, il a une gueule qui parle toujours de la bouche de côté. Il a une face très redneck là. T'sais. Ouais, c'est ça là. Puis je sais pas s'il vient du Texas, mais il me donne l'impression de ça là. Ah, puis je viens de réaliser de quoi. Toni Collette, excuse-moi, je retourne sur elle. C'est la mère du petit gars dans Le Sixième Sens. Ah! Hein? Hein? Tu la replaces-tu là? Tu la replaces-tu? Son visage, il m'était pas très habitué, je l'ai pas vu souvent, fait que. Ah, je joue dans Tammy, j'ai jamais vu, mais c'est un film, une comédie qui a. Ça avait l'air mauvais là. Ouais, mais en tout cas, continue. Ah, c'est que la femme dans Hitchcock. C'est Hitchcock? Ou tu tombes ça avec Hancock, toi? Ouais, Hitchcock, c'est ça. J'ai rien dit! On retourne dans le casting, merci, bonsoir. On a Alison Tolman qui joue la sœur de Toni Collette dans le film. Ou la femme à David. Voilà. Donc, c'est dans le fond, c'est deux couples qui s'unissent, j'en parlais un petit peu moins. On a aussi. Conchita Ferrell, Conchita. qui joue la tante, ou qui a été connue surtout pour son rôle dans Two and a Half Men, la série avec Charlie Sheen. C'était la femme de ménage. Voilà. Et on a finalement Emilia. Ok, je vais y aller. Ouais. MJ Anthony. C'est un J? Oui, c'est un J. Je voyais un Y. C'est qui joue le rôle de Max, qui est le petit garçon principal du film. Voilà. Donc, pour mettre en contexte... non, je vais finir avec ça. Production Legendary. Distributeur Universal Pictures, côté critique, Metacritic a donné 49% d'avis positifs, 49% de critiques professionnelles, ce qui est, on peut dire quasiment mauvais. C'est mitigé. Mitigé, limite, ouais. On va mettre mitigé, c'est encore dans les 50%. Mais le public est quand même plus au rendez-vous avec un 76%, ce qui montre que c'est quand même un bon film, puis je suis d'accord, c'est un bon film. Rotten Tomatoes est un peu plus généreux dans ce cas-ci. 65% de critiques professionnelles, ce qui est quand même positif en soi. C'est plus que mitigé, donc c'est bien. Par contre, le public, dans ce côté-là, est inversé. Il rejoint plus le côté métacritique. Quand c'est pas Batman. C'est ça. Hein? Avec un 51% d'avis. Donc, c'est quand même mitigé pour leur côté. Donc, ça reste en gros mitigé. On peut faire un global là-dessus, c'est mitigé. Moi, j'ai quand même apprécié le film. C'est sûr, c'est pas le méga film d'horreur en soi. Puis, il y a un côté comique au début qu'ils ont voulu faire. Mais il reste que j'ai aimé le côté original du film. Je vais te laisser avec le box-office. Oui, dans le fond, le film a coûté
coûté 15 millions et il en a rapporté 61,5 millions. C'est un semi-échec. Dans le sens, il a remboursé le montant du film, mais c'est pas considéré comme un succès vu que absolument ce que les studios recherchent, c'est surtout l'argent fait à domicile. Ouais. Parce qu'il y a des taxes puis des imports, tout ça, dans les autres pays. Fait que le montant est comme un minimum. Mais le film a remboursé son budget, mais malheureusement, ce qui ne permettra pas au film d'avoir une suite. Il avait parlé de vouloir faire une suite d'ailleurs et à date, il n'a pas l'air d'avoir de pas dans cette direction-là. C'est intéressant de savoir que c'est basé sur la créature mythologique qui est très vieille d'ailleurs, qui est Krampus, dans le fond, qui a eu plusieurs noms à travers l'histoire et les civilisations et qui daterait d'une époque pré-chrétienne, donc dans l'Antiquité, ce qui fait que c'est très vieux. En gros, l'histoire de Krampus, dans le fond, l'histoire, c'est qu'on suit une famille qui reçoit de la famille pour Noël. Au réveillon. Donc, la famille principale est jouée par Adam Scott et Toni Collette qui reçoivent l'autre couple. Et on suit en principal leur fils, Max. Et Oui. que la famille, dès que ça commence. Pas tu à toi. Toi, c'est Max qui joue dans le film. Exactement. C'est dans ton passé, c'est une autobiographie. Voilà. Exactement. Exactement. Ça pour dire qu'ils ils se réunissent pour un réveillon de Noël. Et tu vois que dès le début, la chicane part et que tu vois qu'ils n'aime plus l'esprit de Noël et Max trouve ça triste parce que lui il croit encore au Père Noël. J'y crois encore. Ouais, c'est important que tu y crois, hein, c'est la morale du film. Et, et voilà. Et donc dès le début du film, il y a un élément déclencheur qui va amener Krampus à venir hanter les familles pendant le réveillon de Noël. Donc je pense que c'est un bon résumé. C'est la base. Voilà. Donc pour revenir aux acteurs, on ne voit pas le tour parce que la plupart sont très secondaires dans le film. Je vais m'attarder sur deux. OK. D'abord, Adam Scott. Tu me dis ce que tu as pensé de lui. Ben, ça... Sur trois acteurs, excuse-moi, vas-y, pas ça. OK. C'est un des acteurs que... C'est un acteur que j'aime bien. J'apprécie genre sa gueule. Genre, il y a un petit quelque chose qui fait qu'il peut sortir du lot. Genre. Ouais. Puis c'est un acteur au départ, dans ses débuts, que j'étais comme... tu sens que le gars n'a jamais de carrière. Puis finalement, il y a comme un début. Là. Ouais. Puis je te dirais que... pour vrai, c'est un personnage que j'ai apprécié dans le film. Tu sais, il est jamais dans... Comment je pourrais dire, il est pas trop héroïque, il est pas trop, tu sais, il est jamais trop. Ouais. Et je trouve dans ce film-là que ça rend, j'y crois. Par exemple, la seule chose qui m'a peut-être déplu, c'est qu'on montre que le personnage au début c'est un homme très sérieux, qui prend son travail à cœur, puis que c'est la priorité. Mais au fil du film, j'ai l'impression que sa personnalité elle change, puis que Il y a une évolution. Ouais, pas nécessairement une évolution, mais il passe d'un coup du gars qui aurait dû être probablement la poule mouillée en fait, Ouais. puis que finalement c'est pas du tout le cas là. Fait que c'est des petites choses comme ça qui m'ont un petit peu agacé, mais c'est surtout je pense à cause du scénario le problème. Mais Adam Scott fait un job honorable, c'est pas non plus le personnage le plus fou du film, mais il fait le taf. De mon côté, j'ai apprécié le personnage. Comme tu dis, c'est un acteur que, il a une gueule qu'on se rappelle de lui. Ce que j'aime de lui, c'est qu'il est capable de faire des rôles assez variés, autant comiques que sérieux. Il le prouve ici. Et c'est sûr que sa barbe, il fait mieux dans ce film-là que dans La vie rêvée de Walter Mitty. Parce que là, C'était voulu dans Walter Mitty. ouais, c'était aussi pour le gag, mais il reste que là, il a une bonne barbe. Et j'ai aimé son personnage. J'ai trouvé, moi, plutôt, c'est une sorte d'évolution. Parce qu'au début, on a l'impression qu'il était peureux, chétif, et qu'il restait dans son coin, puis il y avait une structure. Et à travers le film, on voit qu'il est forcé à changer pour s'adapter. Et à la fin, c'est comme lui, le héros, si on peut dire. Et, entre autres. Et j'ai aimé cette évolution-là, même si en même temps, je sentais aussi que c'est comme deux personnages qu'on avait le droit, parce qu'au début, puis à la fin, c'est vraiment pas la même personne. Donc, c'est intéressant. J'ai beaucoup apprécié pour ça. Je dirais que le deuxième acteur que j'avais dit qu'on parle, c'est de David. Lui qui fait son beau-frère, qui a un impact quand même assez important dans l'histoire. Oh oui, c'est quasiment le deuxième personnage. Là. Ouais, c'est quasiment le deuxième personnage qui joue par un bon acteur que j'aime bien. J'étais habitué de voir dans les trucs comiques, mais il fait quand même des trucs sérieux. Ouais, il est capable. J'avais déjà vu un autre film avec lui. Puis je pense que c'était un film d'horreur. Puis il jouait quasiment le méchant. Là. Il a la gueule aussi. Hein. Il a la gueule autant. Je verrais bien faire un méchant. Mais il fait très Redneck America. Ouais, c'est ça. Il fait souvent le genre le gars du Texas avec le chapeau de cowboy. Ouais, mais je le trouve super attachant comme acteur. Genre, il a une gueule de ah, j'aime ce monsieur-là. On l'aime. Il est sympathique. Il est sympathique. J'aime aussi sa façon de parler. Il parle tant de la bouche de côté. Là. C'est comme. Salut, moi. Appelle Jean Chrétien. Ouais, appelle Jean Chrétien. Je trouve que ça fait partie de son charme. C'est comme son. Ouais, ça le rend encore plus redneck. Ouais, c'est ça. America. Puis dans tous les films, il parle comme ça. Je pense que c'est vraiment sa mimique. Ben, je pense que c'est vraiment. Parce que, comme Jean Chrétien, je pense que c'est un problème à la mâchoire. Puis à un moment donné, ça vient que ça reste comme ça. Genre. Mais tu sais, c'est pas. Non, mais c'est correct. Ça le fait qu'il est marquant. J'ai aimé son personnage. J'ai trouvé que.
Ben, j'ai aimé, mais en même temps, il me gosse un peu dans le sens que c'est lui qui crée un peu le bordel dans le film, dans le sens que il prend des décisions un peu trop impulsives, c'est lui l'impulsif de la gang, parce qu'il a pas peur d'affronter le danger. Puis il y a un moment dans le film, on va parler dans le côté spoiler, qu'il n'hésite pas à mettre en danger tout le monde pour essayer de sauver tout le monde, c'est comme contradictoire, mais il reste que tout le long, je l'ai bien aimé. J'ai aimé qu'il fitait bien avec Adam Scott dans le sens que il était l'opposé, il amenait un équilibre. Autant que Adam Scott était sérieux, réservé, lui était impulsif, énergétique, puis il se complétait bien. Puis il faisait comme une bonne team en soi, donc j'ai apprécié. Puis toi, Max? Je trouvais que c'était le personnage qui avait la plus belle évolution. Oui, le gars arrive, puis écoute, hey, le bébé il est plein de marde, je te le laisse, lave-les. Tu sais, c'est ce genre de gars-là, puis qui se promène tout le temps avec une 12. Ouais. Puis tu sais, le gars, c'est pas de la petite bière, puis il se promène en armor, là, tu sais. Tu sais que le gars c'est un douchebag, mais je trouve que c'est le personnage que ses valeurs sont. Autant qu'il y a des valeurs vraiment de merde, puis il y a un très bon gag à un moment donné, il fait. D'après toi, pourquoi cette famille-là est molle de même? Ah, c'est parce qu'ils sont pas républicains. Ah, je l'ai trouvé bonne. Mais non, c'est ça, je trouve que c'est le personnage que oui, c'est lui qui va quand même faire le plus dans le film pour défendre la famille puis l'ensemble de la famille, je trouve. Puis c'est lui qui a vraiment une plus belle évolution. Puis qui finit par souvent admettre ses propres torts. Quand au départ tu te dis ce gars-là, ce personnage-là va rester comme ça jusqu'à la fin. Moi au contraire, je trouvais que c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Ouais. C'est un acteur que pour vrai que je le trouve super attachant. Puis dans n'importe ce qu'il fait, c'est genre. Tu peux pas détester le film parce que ce gars-là il est là. T'sais. Mais non, c'est ça. Moi, j'avais adoré dans Anchorman 1 et 2, là, il était Ah ouais, tellement drôle. Oh, il est drôle. Surtout dans le deuxième, pour rien spoiler, mais au début, il y a un restaurant fast-food, puis Thérèse qui sert de la chauve-souris frite. Ouais. Puis il dit, tu sais, il n'y a aucune fast-food qui réussit à survivre s'ils vendent du poulet. Faut trouver des solutions. Fait que moi, je vends de la chauve-souris. T'es comme, what the fuck? C'est un bon personnage. Il était que. C'est qui l'autre tu voulais parler? Je parlais de Max. Je parlais de toi, Max. Oh, parle de moi. Ben écoute, je suis très beau bonhomme. Écoute, digne de look à la Brad Pitt. Absolument, on le confond souvent. Ouais, j'allais le dire. Donc, je peux parler du gamin, l'enfant, parce que c'est entre autres, c'est lui qui crée l'élément déclencheur du film. Ben, en fait, c'est sa faute à lui. Ouais, c'est la faute à lui si Krampus s'amène dans sa famille. Donc, c'est comme c'est entre autres un des personnages principaux pour ça. Puis, on le suit quasiment tout le long du film. Il est présent quasiment toutes les scènes. C'est un acteur qui est peu connu. Vu que c'est un enfant, c'est normal. J'ai parlé de ça avec ma coloc, parce que je l'écoutais avec ma coloc. Et on a souvent remarqué que dans les films d'horreur, souvent c'est des acteurs, tu sais, il y a des acteurs qui sont faits pour les films d'horreur. On les voit pas ailleurs, c'est juste dans les films d'horreur. Et souvent, c'est des acteurs de moins bonne qualité. Tu sais, ces acteurs, c'est comme, ah, c'est qui lui? Puis là, tu t'écoutes, puis il est comme genre. Ou c'est là qui commencent leur carrière. Ouais, Là. c'est comme, ah, j'ai peur au secours, tu sais, il manque comme de crédibilité. Puis dans le film, elle avait peur que ce soit ça, parce qu'elle reconnaissait aucun des acteurs. Mais finalement, elle a quand même apprécié le film. Mais pour un enfant, c'est difficile aussi dans ce cas-ci d'être crédible dans quelque chose d'horreur, parce qu'il faut que tu montres que tu as peur et tout ça. Et je trouve qu'il s'en sort très bien. Je trouve qu'il a fait une bonne performance. Et tout le long du film, il est surprenant dans le sens que, tu sais, il aurait pu se laisser envahir par la peur, puis s'enfuir ou se cacher ou se mettre à pleurer, ou c'est ça. Mais non, tout le long du film, il va pas garder la tête froide, mais il va rester présent, puis il va vouloir essayer de trouver une solution. Parce qu'il va réaliser que au fil du temps, que c'est de sa faute ce qui se passe. Puis il va vouloir. À la fin, il va trouver la solution. Donc, j'ai bien aimé son personnage dans le film, là. Toi, Max? Moi, c'est un des personnages qui m'a le moins convaincu. Malheureusement, j'ai trouvé que l'enfant, à des moments, il aurait pu être beaucoup meilleur. Surtout au moment qu'il se fait voler sa lettre. Je vais me limiter à ça. C'est une scène où il aurait pu clairement mettre un peu plus d'émotion. Puis que tu vois qu'il est comme très limite plat dans son jeu. Mais écoute, c'est un jeune acteur. On peut l'accepter. J'imagine que d'ici 10 ans, on en reparlera. Oui. Mais à ce moment-là, moi, je n'ai pas été convaincu. Puis autant que l'évolution du personnage, j'ai trouvé qu'il était très faible. Parce que oui, tu vas me dire, il s'adapte. Mais au contraire, il devrait être épeuré. Puis il devrait être conscient de tout ce qu'il a fait. Parce que tout ce qui arrive, il le sait que c'est de sa faute. Puis j'ai l'impression qu'il en prend conscience une fois dans le film. Puis par après, nada, genre. Fait que c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé. Je l'ai senti qu'il était juste là pour pouvoir faire le pont à Krampus. Uniquement. Mais c'était l'élément déclencheur, il en fallait un dans le film. Oui, je comprends, mais je pense que ça aurait pu être. Je sais pas, je suis pas convaincu. Je peux comprendre ton côté mitigé. Oui, je peux comprendre. Écoute, on va aller avec l'appréciation du film. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du film en général? C'est une belle surprise. Écoute, j'avais hâte de. J'avais pas. Ce film-là m'avait toujours intrigué, puis ça faisait comme un an et demi, je pense qu'il est sorti en décembre 2015.
Puis ça fait presque 2 ans, en fait. Et finalement, je l'avais tout le temps laissé reporter. Puis finalement, j'arrivais pas en bout de ligne par l'écouter. Puis quand tu me dis, Max, ça me tente qu'on critique ce film-là pour Noël, je fais, pourquoi pas? Fait que je l'ai écouté, puis j'ai eu quand même un plaisir, surtout le début, là, ça mettait le ton un peu. Là. Puis j'avais toujours. Je me disais, un Père Noël méchant, ça me faisait penser aussi un peu à Noël Noir. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Oui. Fait que ça me faisait penser un peu à ça dans le principe, mais là, à la place, on le voit plus dans la mythologie Européenne, c'est ça. Et pour vrai, le film, pour moi, c'est un bon divertissement. C'est pas nécessairement un chef-d'œuvre. Est-ce que c'est un film qu'on va parler encore de lui dans 20 ans? Je pense que non, malheureusement. Mais il y a du bon dans ce film-là. Il y a vraiment au moins une touche personnelle du réalisateur. Et le film s'arrête jamais. Il y a tout le temps quelque chose, il y a un événement. Puis il n'y a pas de redondance. Puis les personnages ont au moins le mérite d'être développer tout le long du film pour qu'on ait au moins quelque chose, à part Max, tant qu'à moi, là, pour qu'on ait au moins quelque chose qui a du bon sens puis avoir un résultat. Par exemple, je trouve que c'est long avant que le film se lance vraiment dans l'horreur. Parce que oui, il y a un départ humoristique, après ça, il y a un départ suspense, puis après ça, c'est horreur. Fait que je trouve que ça rend le film un peu inégal parfois. Mais en général, somme toute, c'est un film que j'ai apprécié malgré tout. C'est un film que j'ai apprécié. Je te disais au début, à la base, l'idée me semblait farfelue. Un film de Noël d'horreur. Mais j'avais accepté de l'écouter, donc je l'avais écouté. Et au début, j'étais comme. Parce que le début est surprenant. Parce que tu te dis, c'est un film d'horreur. Puis là, tu le pars, puis ça a l'air d'un film classique de Noël, tu sais. La famille reçoit de la famille pour Noël, puis au réveillon, puis ils préparent un souper, puis c'est la joie, tout ça, là. Mais rapidement, tu vois les aimants se placer. Et c'est vrai qu'il y a des petites longueurs comme ça au début, et qui évoluent entre comédie, suspense et horreur. Mais outre ça, le film est surprenant du début à la fin. Il n'y a aucune redondance. Les personnages sont bien évolués. Les Krampus est bien fait, j'ai adoré l'apparence. Ah ouais, son design, il y a quelque chose. Il est écœurant, puis il fait peur. Puis la première scène que tu le vois, moi je l'écoutais avec ma coloc tantôt, et on jasait, puis à un moment donné, on me regardait, on jasait, puis on va parler un coup de spoil, la première scène qui t'introduit Krampus, elle regardait pas l'écran, je dis, regarde l'écran. Là, surtout, elle regarde, t'es comme, elle a figé quelques secondes en regardant le. Puis c'est la première fois que tu le vois, t'es comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, il est saisissant. Ah, il est saisissant. Puis honnêtement, je ne connaissais pas avant d'écouter le film le personnage Krampus, mais je suis allé me renseigner, puis il y a du potentiel de faire une franchise avec lui. Là. Je verrais bien plusieurs films plus tard avec ce personnage-là parce qu'il y a de la matière avec. Absolument. Absolument. Donc j'ai apprécié le film, vraiment. C'est un bon film d'horreur, même si c'est pas le plus épeurant en soi. Il reste que des belles scènes. Il fait pas peur, tant qu'à moi. Il fait pas peur, mais il te laisse quelques. Tu stresses un peu pour les personnages. Ben, souvent, c'est des films d'ambiance. Hein? Ouais. Des fois, c'est encore mieux que l'horreur, un peu. Ça joue ça son propre charme, je trouve, en soi. Donc, on va écouter spoil pour vraiment plus en parler en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler, et là, on va parler en détail du film, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Alors, je vais commencer. Vas-y. J'ai trouvé l'introduction du film assez surprenante parce que moi, j'avais pas vu que c'était une comédie horreur. Je pensais juste que c'était horreur. Mais quand le film avait commencé, la première fois que je l'ai vu, puis ça commençait comme un film typique de Noël. Et j'étais comme, on a-tu pris le bon film? J'avais dit ça avec la personne qui écoutait le film. Et elle m'avait dit, non, c'est le bon film, tu vas voir. Fait que là, j'étais, ok. On a écouté, puis t'avais raison de dire qu'il est un peu long à partir parce que l'intro de on réunit la famille, on change un peu, on fait le souper, ça prend vraiment du temps là. Puis mais c'est quand même révélateur parce que dès que le souper commence, on voit les bases se placer, c'est ce qu'on voit qu'ils se pognent, puis ça nous montre les personnalités de chaque. Là. Ouais, c'est ça, puis ma coloc m'a fait remarquer que c'est quand même stéréotype les personnages. Tu sais, t'as la tante. Un peu nunuche. La tante nunuche, pas dépressive, mais genre elle aime pas la vie. T'as la sœur puis le frère qui sont genre opposés, qui ont genre des valeurs différentes. T'as la famille typique, les parents comme sérieux, qui font attention à leur famille, tout ça. C'était comme assez stéréotype. T'as la fille rebelle. Le père qui travaille trop. Ouais. La mère qui est trop touchée sur le détail. Le petit garçon qui est mis de côté. La fille qui est rebelle parce qu'elle veut voir son chum, il veut pas qu'elle voie son chum. Il y a beaucoup de stéréotypes, mais tu sais. Pourquoi que je m'entendais pas qu'elle se fasse tout au début du film? Ça s'est fait assez vite. Hein. Dès le lendemain du souper, quand ça commence, elle décide de voir qu'est-ce qui se passe. Ce qui arrive, c'est qu'il se chicane. Le Max, il y a une lettre qui est envoyée au Père Noël. Finalement, il voit que ça marche pas. Fait qu'il a déchiré puis il l'envoie par la fenêtre. Puis là, la nuit tombe. Il y a une tempête irréelle qui part. Puis ça, j'ai trouvé ça bien fait comme décor. C'est comme vraiment aride, gelé. La neige est épaisse, c'est froid. Une chose que je pensais, c'est que quand le jeune Max regarde à travers la fenêtre, il voit des bonhommes de neige. Puis à un moment donné, il y a même des bonhommes de neige qui ressemblent à des personnages de la famille. Puis je me suis dit, ok, Krampus doit les transformer en bonhommes de neige. Je trouve ça fou. Puis finalement, pas en tout. Les bonhommes de neige,
porte à rien, au part le fait qu'il y a un côté spirituel qui arrive en ce moment. Ben, c'est comme il entoure la maison, là, c'est comme pour faire peur. Là. Parce qu'à un moment donné, il y en a plein devant la maison. Mais oui, la scène, dans le fond, qu'elle meurt, la fille, ça introduit Krampus. Ouais, c'est ça qui est Parce fou, qu'elle va voir son chum, puis elle voit qu'il y a personne. Fait que là, elle arrive pour partir. Puis elle est comme du bruit, elle commence à être inquiète, elle accélère. Puis là, elle entend du bruit, elle a les yeux, puis sur le toit d'une maison, il y a Krampus. Ouais, c'est probablement la scelle qui a coûté le plus cher au film. C'est ça le pire. Ah, parce que c'est une belle séquence, là. Parce qu'ils sortent de toi en toi, puis tu vois finalement que la bébête est capable de marcher en tabarnak. Elle a l'air lourde, mais en même temps, elle a l'air fucking agile. C'est ça, elle a pas l'air agile quand t'as vois après. Mais pendant cette scène-là, tu le vois qu'elle sort d'un toit à l'autre. Mais non, écoute, il y a des affaires que j'étais surpris dans le film de la direction que ça s'en allait aussi. Je me disais, qu'il y a une grosse tempête de neige, ça passe le principe que, tu sais. Mais je pensais pas que. Je peux te aller tout de suite au punch de fin, mais genre, on va retourner à la fin, là. Mais genre, que je pensais pas que ça se passait. Ben, c'est pas clair si ça se passe dans. Comment on appelle ça une boule de Noël. C'est une boule de Noël, merci. Je me demande si le film se passe tout le long dans la boule de Noël ou c'est après qu'ils sont face pogner. Ben, je pense que la boule de Noël, c'est juste des loops. Pas des loops, mais des loops de temporels ou de famille qui sont en conflit avec Noël. Fait que là, lui, il en pogne une, il va dedans. Puis il corrige ça, puis après il s'est corrigé, tu comprends? C'est comme des dossiers, je pense. Ok. Moi, je le voyais de même. Ok, tout à fait, la fin, tu l'as vu. Je l'ai vu comme si il avait réglé le cas, puis il est parti. C'est comme son bureau. Ok, je l'ai pas interprété de même, moi. Ah non? Moi, je pensais qu'il était pris dans la boule de Noël. Mais c'est vrai que quand tu y passes, le jeune, il check à travers la fenêtre, puis il voit les autres maisons du quartier. Ouais. Hey, je sais pas, si. Moi, j'ai l'impression que c'est comme sa maison, là, à Krampus. Puis il venait de régler un dossier. Puis là, il y en avait d'autres. Tu vois, il y en avait plein. Ouais. Ça teasait comme le fait qu'il peut y avoir d'autres histoires. Ouais, je sais pas, hein. Fait que dans le fond, il y a peut-être. On peut l'interpréter de plusieurs façons. J'imagine. C'est le genre de film que, ouais. Ah, ok, c'est pour ça que moi je te dis, Chris, ça finit mal. Toi, tu me dis, ben non, pas en tout. Je dis, ben voyons, c'est sûr que ça finit mal. Le film finit dans une boule de Noël. Mais finalement, ils sont peut-être pas dans une boule de Noël. C'est juste que lui est capable de voir la famille via la boule de Noël. Ouais. Est-ce que je suis pas sûr? Ben, c'est flou, hein. Je pense que je vais chercher à soir sur ouais, tu m'intrigues parce que moi, dans ma tête, ils sont pognés dedans. Ouais. Non, moi, j'ai juste l'impression que c'est comme juste des dossiers, dans le sens que... Non, mais je comprends ce que tu dis, puis ça a du sens. Ouais. Tu sais, c'est comme si le Père Noël voyait chaque boule de cristal, c'est quand un enfant était gentil dans l'année. Mais tu sais, moi, dans ma tête, vu qu'il y en avait plusieurs, moi, je me disais, c'est tout le quartier, vu que tout le monde manque. Ah. Je sais pas qui a raison là-dessus. On checkera après, ok? Ok, c'est bon. Ça pour dire qu'on va revenir à les 5 clés. Il y a une scène que j'ai trouvé vraiment nice parce que le film se met tranquillement en place et la première scène c'est quand la fille se fait tuer parce qu'elle se cache dans une auto, Krampus arrive, puis là on voit ses jambes. Ouais. Puis elle pogne, puis moi ça m'a mis sur ça, je me c'est quoi cette affaire-là, Krampus? Puis j'ai aimé le design. Parce que j'étais pas sûr, moi, qu'il tuait. Parce que tu vois jamais de sang. Non, ouais, c'est ça. Tu vois jamais de sang, fait que tu sais jamais, même quand David se fait blesser, tu le vois même pas le sang de la blessure, genre. Non. Mais une scène qui m'a marqué, c'est un peu après quand il retourne quand il sort dehors pour chercher, puis il retrouve pas sa fille. J'aime cette scène-là, tu sais, parce que là, il fait noir, Ouais. la neige est pesante, puis tu sais, ils sont comme. T'as comme quelque chose qui est dans la neige, puis qui se promène, puis tu sais pas c'est quoi, puis on le saura jamais, en fait. On le voit pas. Mais je suppose que c'est Krampus qui se promène sous neige. Ah, tu penses que c'est Krampus? Ben, ça me semble logique. Ça Là. le dit pas. T'entends pas les grelots non plus. Ça peut être... Parce qu'il y a beaucoup de sbires à lui, là. Ouais. Ça peut être une créature, mais ça pour dire qu'ils vont dans la maison à côté, puis ils fouillent dedans, puis c'est gelé, puis c'est froid. Puis là aussi qu'on remarque, puis c'est un des premiers éléments qui montre que c'est très sombre, c'est qu'on voit un bonhomme de pain d'épices poignardé sur le frigidaire, puis ils regardent ça, ils sont comme what the fuck, puis t'as David, là, David, il dit comme c'est clairement un psychopathe. Oui, c'est ça, il arrive à la conclusion. C'est clair que c'est un psychopathe. C'est comme, voyons, il a juste mis un bonhomme d'épices avec un couteau. Finalement, tu comprends pourquoi ils l'ont fait, là. Ouais. Puis c'est vraiment révélateur. Puis après là, ça s'enchaîne. Les scènes ils vont s'enchaîner de plus en plus rapidement. Puis ils vont revenir à la maison parce qu'il va se faire attaquer par la bestiole qui va essayer de l'enfouir sous la neige. L'autre va le sauver, puis il va se blesser à la jambe. Ils vont revenir dans la maison, ils vont dire ok, on reste dans la maison pour on se barricade. Puis c'est aussi qu'il rentre en scène la grand-mère qui tout le long est calme, puis elle reste de son bord. Puis d'un sens, j'ai trouvé ça intéressant, ça fait sombre, mais elle parlait pas notre langue, elle parle peu importe la version, Finalement, elle finit par parler elle parle une fois dans notre langue, mais ça faut que ça soit plus clair, mais il reste que elle laisse un suspense, puis à un moment donné, rapidement, elle compte l'histoire, pourquoi est-ce qu'elle sait ce qui se passait, elle comprend. Ouais, puis c'est là qu'il rajoute de l'animation dans le film, j'ai trouvé ça, très bien fait comme animation, de deux. C'était comme surprenant comme choix. Tu sais, il aurait pu montrer une jeune fille. Non, à la place, on a décidé d'aller dans une zone artistique différente. Puis c'est ce qui rend le ton du film spécial un peu. Ouais, c'est ça, c'est. Mais c'est pas mauvais en soi. Ça rajoute comme un peu de charme et un peu
de chair autour de la viande. Autour de l'os. Autour de l'os, puis je trouve que le film, ça reste dans la thématique de Noël, c'est comme ça faisait comme style de conte de Noël. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça de même. Mais avec une petite touche Tim Burton, genre. Ouais, voilà, une petite touche Tim Burton, puis j'ai bien aimé cette petite boucle-là qui expliquait l'histoire, même si c'est très sombre et très triste, Oh, ouais. mais ça passe vite, mais tu sais, elle perd sa famille, tout ça, puis elle a survie, puis elle explique l'histoire, puis les gens sont comme. Puis encore une fois, t'as David comme. On va pas croire ce qu'elle dit, elle dit n'importe quoi. Mais c'est vrai que Chris, mais moi je dirais Chris a dit de la merde, là. Mais rapidement, tu vois, elle dit l'important c'est de laisser le feu allumé. Puis même le début du film, tu vois qu'elle fait attention au feu. Puis soudainement, qu'ils vont pas prendre en compte, ça va prendre un certain temps. Puis c'est quand la nuit qu'ils vont s'endormir autour du feu, que là le feu va s'éteindre. Puis c'est là que j'ai aimé, c'était un bonhomme de pain d'épices qui descend avec une corde. Ouais. Au début, t'es comme ok. Puis là, t'as l'enfant qui se réveille, s'approche. Puis là, moi je m'attendais pas à ça, le bonhomme de pain d'épices s'anime. Puis il saute dessus, puis il l'attache ça, puis il tire dans la cheminée. Puis moi, je m'attendais pas à une animation de madame. Mais le petit gars, il est con, là. Ouais, le gars, Et quand il voit une chaîne qui sort d'une cheminée qui a pas d'épices, comme ah, moi, le bouffer. Mais c'est là qu'il amène comme des effets spéciaux un petit peu spéciaux. Parce que c'est pas des effets spéciaux comme atypiques comme on est habitué de voir. Il y a comme un look un peu cringy, je sais pas comment l'expliquer. Mais genre, quand tu le vois, l'animation du pain d'épices. Il y a un côté freak là-dedans. Ça me faisait un peu à des Gremlins, un peu. Ouais. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais comme un Gremlins avec des techniques plus évoluées aujourd'hui. Ouais. Là. Mais non, j'ai trouvé ça super beau. C'est super bien fait, puis la scène me surpris parce que les gens commencent à paniquer, puis essaient de le sauver, puis ça vient un chaos, puis c'est de là que ça vient de pire en pire. Mais ce que j'ai aimé de cette scène-là, c'est que là, on n'attaque pas les adultes, on attaque les enfants en premier. Puis Chris, comment faire peur des enfants avec un film d'horreur de Noël, de Noël méchant qui kidnappe des enfants. C'est vrai, ils s'attaquent aux enfants parce qu'ils ont pris la fille au début puis ils prennent le garçon. Ouais. Ça prend une tournure assez originale puis assez... mais ça fait paniquer les adultes, là. Oh, oui, ça peut pas quoi en faire. Là. C'est là que le David, si je trouve un peu bof, c'est qu'il est comme, ok, là, ça va faire, je vais aller défendre la famille, je vais aller dehors puis je vais aller le buter, tu sais. Oh, ouais. Puis il est comme, non, faut pas que tu sortes dehors, faut pas que tu sortes, puis il fait comme, fuck up, moi je règle toujours mes problèmes moi-même. Il pogne son dos, il sort dehors. Je trouve ça un peu con, là, je veux dire. Parce que dès ce moment-là, c'est bordélique parce que là, il y a des bruits un peu partout. Puis ils réalisent que les enfants sont partis dans le grenier. Ils vont dans le grenier, puis là, t'as une espèce de jouet Ouais, qui bouffe les enfants. Ouais, puis c'est un jouet, puis le bout, c'est une vraie face, là, c'est comme une face de démon. Ouais, avec des dents. Ouais, puis il est en train de bouffer les enfants, puis il commence à tirer dessus. Puis là, t'as des elfes qui arrivent. Ouais, t'as un genre d'ange aussi. Ouais, t'as un ange. T'as un ours avec des dents, puis digne d'un toutou avec de la gelée verte dedans. Ah, écoute, là, ça vient chaotique, là, mais c'est fou. T'es comme... Puis à un moment donné, la sœur de David, non, la femme de David, elle fait « Hey, gars, ça va faire. » Sort c'est une hache? Il me semble que c'est une barre de métal. Une barre de métal, il me semble. Parce que elle commence à fesser tout le monde, ça veut juste prouver que finalement, il y avait juste à y frapper. Ouais. Ils sont capables de les tuer. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ils sont battables, là, ils sont pas surpuissants. Là. Ah non. Puis, écoute, je sais pas comment décrire la scène, mais ça amplifie. Puis aussi, quand il réussit à calmer ça, puis il revient dans la cuisine, tu te dis, ok, ça va se calmer. Ouais. Mais non, la fenêtre explose, puis t'as plein d'elfes qui rentrent avec des masques, puis tu vois clairement que c'est genre des enfants qui font ça, mais ils font peur avec leurs masques, puis... Ouais. Puis t'as oublié un peu, vite, juste un peu avant, c'est que t'as David qui est en train de se battre contre des bonhommes de pain d'épices, puis les bonhommes de pain d'épices sont comme drôles en même temps. C'est ça qui est bizarre, Oui. ce film-là, le ton il est dur à saisir. Ils sont en feu, puis il y en a un qui sort une canne de bonbons comme une couteau, Ouais. puis il saute dessus pour le tuer, puis il est comme fuck, puis t'es juste... Finalement, c'est le chien qui le bouffe. Le chien qui le bouffe. Ça a full dramatique comme ça, puis il y a full peur du bonhomme de pain d'épices. Mais faut pas oublier que les pains d'épices le tiraient à coups de gun à clous, là. Ouais. Il court après avec un gun à clous. Oui, puis ils sont là. Le film il est vraiment. Écoute, Ça fait penser beaucoup à Gremlins quand je repense. C'est fou. Mais moi, j'ai été fasciné par les elfes qu'on voit principalement à la fin. Tu sais, je me demandais. Parce qu'il dit, on les entend avant qu'ils arrivent, il dit les elfes ou un truc du genre. Puis ils arrivent, puis. Tu pourrais t'attendre qu'ils soient bien en vert avec des trucs verts, puis qui ont l'air qui sont plus blêmes, puis qui ont des yeux rouges, mais non. Plus zombies sinon. Ouais, genre, mais là, non, il y a comme un manteau noir, puis il y a comme des masques. Masques fuckés, puis ils arrivent, ils sont full agressifs, genre. Ils sont limite épeurants. Ils sont pas épeurants, mais ils sont. Comment je pourrais dire ça? Ils sont lourds, là. Tu sais, là, ils sont pesants, là. Il y a comme une. T'as pas le goût d'être près de ça, là. Puis il y en a plein, puis ils arrivent en. Ouais. Écoute, puis ça va vite, puis je pense qu'on peut aller
à la confrontation finale de Krampus Ouais. et Max. Parce qu'à un moment donné, Max, ok, c'est de ma faute, c'est moi qui dois régler ça. Puis là, tout le monde est mort sauf lui. Fait que, parce qu'au final, tout le monde finit par mourir sauf lui. Au final. Et il va aller dans la forêt, il va y rejoindre Krampus. Puis il dit là, c'est assez, là. Je veux occuper ma famille, redonne-moi ma famille. Je reprends je pense que c'est pas ma promesse, mais ma demande. Redonne-les-moi. Puis le Krampus s'approche, puis il le regarde. Puis là, tu vois bien Krampus, c'est le moment que tu le vois mieux, tu le vois plus. Puis j'ai pris le temps d'observer son look. Écoute, il est tellement bien fait, Krampus. Là. Parce que si tu regardes bien, C'est le plus beau costume du film, là. c'est le beau costume du film. Si tu regardes bien, c'est comme le Père Noël. Il y a le look du Père Noël. Mais de la mâchoire un peu détachée. Ouais, les- parce qu'il a la barbe noire, la barbe blanche. Ça a l'air d'un vieux bonhomme. Un vieux bonhomme, il a le dos penché, il était bien en noir, il y a des sabots, il y a des cornes, grelots. des grelots. C'est comme un Père Noël, mais genre. Tu sais, qui a mal viré, là. C'est le but, c'est Krampus. Mais j'ai adoré son look, vraiment, j'ai Ouais, été moi aussi, fasciné. ça, je suis d'accord avec toi. Puis là, il crée comme un trou de lave, un trou de Un feu. trou de l'enfer, là. Un portail vers l'enfer, voilà. Et là, il pitch la dernière personne survivante, puis après il pogne Max, puis Max dit non, non, non. Puis il pitch dedans, ça coupe sec, t'es comme ok, ça finit mal de même. Puis non, il se réveille dans sa chambre. Puis même si c'est quand même ça peut être prévisible, j'ai trouvé ça surprenant dans le sens que il se réveille, t'es comme ok, puis là, il est comme perturbé, puis il va voir le monde en bas, le monde sont joyeux, puis il s'assit, puis il est comme ok, finalement c'est correct, c'est juste un mauvais rêve. Puis là, tu entends la voix en écho de la grand-mère, puis tout le monde se regarde, puis tu vois que tout le monde a rêvé à ça. Fait que tout le monde s'en rappelle. Puis t'es comme. Ils se regardent tous comme fuck, puis tu vois, tous les sourires s'enlèvent. Au début, ils sont comme ah, très drôle, Ouais, c'est surtout au moment que Max ouvre la boîte puis qu'on voit le grelot Ouais. écrit Krampus dessus. Fait que là, c'est là que ça nous amène au côté mitigé. Si toi puis moi, on n'a pas la même version. Ouais, mais la fin, je pense qu'il y a été à discussion dans le sens que moi, je le voyais de même, mais ça se peut qu'il y ait une autre façon de le voir. Mais reste que. Ben, si c'est ta première impression à la fin du film, c'est d'après moi, c'est voulu. T'sais. Ouais, c'est ça. Même si t'es pas la même que moi, reste que le film en ça, je l'ai bien aimé. Oui, effectivement, il était pas super effrayant, même si la fin, j'ai eu beaucoup de stress pour les personnages. Parce que il faut dire que C'est bizarre, hein? Il y a pas avoir des monstres, il y a pas avoir fer noir, des meurtres, tout ça. Le moment qui fait beau, qui fait clair, puis que tout va bien, c'est là que j'étais le plus effrayé. C'est fou, hein? T'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ben, en tout cas. Ouais, écoute, c'était bon. Et je pense qu'on est rendu au moment de la note. Ouais. Et je vais entendre ta note sur 5. Je donne un 3 sur 5. Ok. J'ai été diverti, j'ai eu du plaisir. Le film est un bon rythme. On avance, on s'attache au personnage. Il n'y en a pas un qui est plus aseptisé que les autres. C'est vraiment, tu as du plaisir tout le long. Par exemple, le ton du film il est dur à saisir et je trouve que ça devient inégal dans le film. Tu sais jamais dans quel. Tu sais jamais dans quelle direction le film va s'en aller, mais c'est pas nécessairement une bonne chose en soi parce que tu sais jamais sur quel ton le film danse. Ouais. Fait que pour moi, ça amène des côtés inégaux. J'ai trouvé Max assez piètre, puis j'ai trouvé la fin de pitcher dans la lave un peu cheap comme façon de faire. C'est pas la scène qui me rend. Ben, plus ça cadrait pas avec tout ce qu'il avait fait depuis le début. Là. Non, c'est ça, je trouvais que c'était over the top. Là, j'aurais quasiment pas préféré qu'il pogne Max puis qu'il l'amène avec, qu'on sache pas qu'est-ce qu'il en Ouais. vient. Fait que, mais 3 sur 5, écoutez, c'est un bon divertissement. Je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Mais je peux comprendre le monde qui n'a pas aimé le film. Écoute, moi j'ai apprécié le film. Même si c'est pas le super film d'horreur, j'ai apprécié son histoire, je l'ai trouvé original, même si c'est quelques petits trucs prévisibles. J'ai adoré Krampus, j'ai adoré sa prestance, son look. J'ai adoré ces billes qu'on voit dans le film. Les personnages ils étaient la plupart intéressants en soi. J'ai trouvé qu'Adam Scott a fait une très bonne job dans le film. Absolument. Il m'a montré qu'il était capable de faire beaucoup de rôles variés. L'histoire en général vraiment très bonne. J'ai aimé le concept. Sur les films d'horreur, c'est toujours le même type. Et là, ils ont voulu mettre ça dans une période de Noël, ce qui est pas commun. On n'a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, voilà. Puis c'est quelque chose qui pourrait être plus exploité. Dans ce cas-ci, c'était bien utilisé, même s'il aurait pu être retravaillé un peu pour certains aspects. Reste que j'ai apprécié le film. Je suis un petit peu plus jeune que toi. J'y donne 3.5 sur 5. Un bon film, un bon visionnement. Je le recommande pour ceux qui veulent voir un film de Noël original. Et on a rendu au mot de la fin. Alors, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre la Ligue des Cinévores sur Twitter, Facebook, iTunes, YouTube, RZO, DJPod, Balado Québec et Canal Cinéma, entre autres. Et vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Mathieu Bellec-Prévost. Puis aussi me suivre sur la chaîne radio 101.9 CHI Châteauguay. On est diffusé en ligne aussi, donc vous pouvez nous écouter partout à travers le Québec. Et je sais pas si c'est disponible à l'extérieur du Canada, mais bref, vous pouvez m'écouter. Peut-être sur le web. Ben oui, sur le web. Et vous pouvez suivre Marc sur Facebook et Twitter, Marc Taillon. Et écoutez, on vous dit à la semaine prochaine, et vous le savez déjà, on va critiquer le nouveau Star Wars, The Last Jedi. Alors, on vous dit à l'affût et à la semaine prochaine.